Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait La guerre des mondes d'Herbert George Wells. C'est le cinquième et dernier épisode sur cette œuvre. Nous lirons ce soir la suite et fin donc du livre second avec les chapitres 6 à 10. Je vous rappelle, du livre second, puisque lorsqu'on a redémarré un livre, eh bien, on a redémarré également la numérotation des chapitres. Voili voilou. Le live d'aujourd'hui devrait durer un chouïa de temps quand même, parce que il n'y a pas tout à fait le même nombre de pages que sur les lives précédents, il y en a un chouïa plus, mais bon, il n'y avait pas suffisamment pour faire de live. Donc j'ai découpé comme il me semblait bon. Je vous rappelle que, bien entendu, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez les épisodes précédents dans la playlist Et si on lisait La guerre des mondes sur ma chaîne YouTube, tout simplement, ou bien dans la barre de lecture, enfin, et aussi dans la barre de lecture de la vidéo ou dans la description de la vidéo, vous trouverez des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement où bon vous semble. Désolé, j'ai des notifications sur Discord et ça me pète les couilles. Voilà, c'est bon, je les ai vues. Hop, ok, let's go. Du coup, d'ailleurs, j'ai toujours pas relink, rebindé mon Discord et mon Twitch. Donc voilà. Pour le moment, vous ne voyez pas Planétéo stream, live de lecture et si on lisait, etc. Sur Discord. Je vais essayer de réparer ça pour la prochaine fois. Il faut que j'y pense, il faut que je prenne le temps, puisque bah, à chaque fois je décide de faire d'autres choses. Par exemple, sur le Discord, notamment, ces derniers jours, j'ai fait un petit ajout, un vraiment tout petit ajout, mais dont on avait parlé la fois passée. Donc merci à Nils de m'avoir conseillé cette petite idée, je trouvais ça pas con du tout. Tout simplement de faire un salon fixe, voilà, où personne n'aura la possibilité de discuter, mais où simplement je répertorierai, oula, c'est compliqué comme verbe. Tous les endroits où vous pouvez me retrouver, où vous pouvez trouver mon activité en fait. Donc tous les réseaux sociaux, mais aussi les sites comme Wattpad, comme la boutique, etc. Comme ça, vous aurez autant accès à mes lectures, à mes lives de gaming, aux textes que j'ai pu écrire et ainsi de suite. Et je le mettrai à jour si il y a besoin dans le futur pour d'autres activités. Ça risque d'être le cas. Bref, voilà voilou. Merci à ceux qui ont follow pendant que j'étais en off. Olympe 6 et Mister Cousin. Merci à tous les deux, ça fait très plaisir. Et donc j'essaie de speedrun un petit peu, malgré tout, vous l'avez vu je pense. J'essaie de speedrun un petit peu parce qu'on a quand même pas mal de lectures devant nous, encore une fois. On est en début de semaine, donc qu'est-ce que je fais en début de semaine? Je vous dis ce qui va se passer dans la semaine. Le live d'aujourd'hui conclura la lecture de La guerre des mondes d'H.G. Wells. Vendredi à 21h, il y aura une lecture également qui sera une lecture one-shot, puisqu'il s'agira de la lecture de mon troisième recueil de poèmes qui se titre Arborescence. Je vous ai déjà lu mon recueil Pouce, mon recueil Rejet. Arborescence est très très court, donc ça va durer moins d'une heure largement, je pense. Sachant que Pouce, Rejet et Arborescence forment un tout, forment un triptyque, et c'est ce sur quoi je travaille dans l'ombre en ce moment. Je vous l'ai déjà dit souvent, mais voilà, j'essaie de vous tenir au courant parce que c'est un projet qui me tient à cœur et qui risque d'arriver bientôt. Je suis en train de mettre ça au propre. Je suis en train de réunir ça dans un recueil plus mastoc. Et donc ce triptyque devrait sortir en version papier, je l'espère, d'ici la fin du mois. Si ce n'est pas d'ici la fin du mois, ça sera en novembre, à n'en pas douter. Et puis voilà, je travaille vraiment activement là-dessus. J'y travaille tous les jours ces jours-ci. Et puis bah, je peux vous dire d'ailleurs que je suis presque à la fin, puisque en texte bonus, si je peux dire, de ce triptyque et de ces poèmes, j'ai décidé d'ajouter mes chroniques Les écrivains. Tout ça est déjà disponible gratuitement sur Wattpad si vous voulez lire tout ça gratos. Là, c'est juste vraiment la version papier qui aura en exclusivité, entre guillemets, un texte supplémentaire qui se nomme l'interface. Donc voilà, qui fera à la fois préface et postface des deux autres textes, ou des deux autres groupes de textes. Bref, je crois que j'ai jamais été autant flou dans une introduction de live, c'est terrible. Tout ça pour dire que les écrivains qui clora ce recueil
Et bientôt complètement corrigé. Alors pas complètement mise en page parce que je fais la correction et la mise en page en même temps. Mais il y a une question de mise en page que j'ai pas encore complètement traitée. Et il faut que je finisse d'abord l'intégralité pour voir si je décide ou non, grosso modo, de sauter des lignes ou non à certains endroits. Ça se résume à peu près à ça. Donc voilà, c'est une question que je trancherai sur la fin. Euh, Autant vous dire que ça prend beaucoup plus de pages que ce que j'aurais cru. Je vous le dis à chaque fois, et à chaque fois le chiffre gonfle, enfin le nombre gonfle, puisque bah là je suis proche des 150 pages, je pensais vraiment pas les dépasser, mais en enlevant les espaces dont je vous parlais à l'instant, il est possible qu'on redescende sous les 150 pages, je pense. Donc voilà, au final, ça fera un petit bébé sympathique de pas loin de 150 pages, je pense. Donc je suis bien content de ça. Je vous tiendrai au courant de ça, comme je le fais ces temps-ci, c'est-à-dire régulièrement. Euh, Petite spécificité, il n'y aura pas de veillée sur Discord ce dimanche. Si vous le voulez, comme d'habitude, je vous fais confiance. Vous pouvez vous y réunir de 21h à minuit minimum afin de discuter et jouer ensemble. Et puis, je vous fais confiance aussi pour, s'il y a vraiment un problème, me tenir au courant. Mais sachez que voilà, moi je ne pourrais pas être là pour la veillée tout simplement puisque j'ai un anniversaire. Donc voilà, c'est assez rare. Je vais aller plutôt profiter de l'anniversaire. L'éveiller, c'est toutes les semaines. Voilà, on peut en skip une fois de temps en temps. Et d'ailleurs, puisqu'on arrive en fin de lecture de La Guerre des Mondes et qu'ensuite j'enchaîne encore avec une lecture, même si c'est une lecture un peu spéciale parce que ce sont mes propres textes. En général, après une lecture, je saute un live de lecture. Et c'est ce que je vais faire également, puisque bah, pareil, pour les mêmes raisons, je vais être occupé. Donc du coup, je saute le live de lecture de mardi. Et puis ça me permet aussi de m'aérer l'esprit avant d'entrer directement dans une autre lecture. Donc voilà, comme ça me fait un fresh start de cerveau, un soft reboot. Et comme ça, je suis dans les meilleures conditions pour apprécier une nouvelle œuvre. Donc du coup, la nouvelle œuvre que nous découvrirons non pas à partir de mardi, mais à partir de vendredi prochain, ça sera Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, que vous m'avez conseillé, que vous m'avez suggéré pour plusieurs d'entre vous d'ailleurs. Voilà, voilou. Je vous invite, chers amis, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude et en tout plaisir pendant que vous m'écoutez. Santé à tous. Je vous souhaite que la session vous soit agréable. Et je vais me lancer rapidement, comme je le disais. D'ailleurs, je vais lire un premier chapitre et faire une très courte pause directement. Parce que le chapitre est court, mais le chapitre qui le suit directement est extrêmement long. Donc là, je vais me mettre en jambe doucement ce soir avec le premier chapitre un peu court. Je me fais une courte pause. Et là, j'entame sur le chapitre de quasi 30 pages. Voilà, voilà. Santé, bon courage et bonne écoute tout le monde. Merci Canaru, ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on ne s'était croisés. J'espère que tu vas bien. Et je te souhaite une bonne écoute, donc bonne écoute à tous ceux qui seraient dans l'ombre du live Twitch ou en rediffusion sur YouTube également. Et je vous dis à dans quelques petites minutes, puisque ça y est, on se lance dans la lecture. Let's go. Chapitre 6. L'ouvrage de 15 jours. Pendant un long moment, je restai debout, les jambes vacillantes sur le monticule, me souciant peu de savoir si j'étais en sûreté. Dans l'infect repère d'où je sortais, toutes mes pensées avaient convergé sur notre sécurité immédiate. Je n'avais pu me rendre compte de ce qui se passait au dehors, dans le monde, et je ne m'attendais guère à cet effrayant et peu ordinaire spectacle. Je croyais retrouver Chine en ruine, et je contemplais une contrée sinistre et lugubre qui semblait appartenir à une autre planète. Je ressentis alors une émotion des plus rares, une émotion cependant que connaissent trop bien les pauvres animaux sur lesquels s'étend notre domination. J'eus l'impression qu'aurait un lapin qui, à la place de son terrier, trouverait tout à coup une douzaine de terrassiers creusant les fondations d'une maison. Un premier indice qui se précisa bientôt m'oppressa pendant de nombreux jours, et j'eus la révélation de mon détrônement, la conviction que je n'étais plus un maître, mais un animal parmi les animaux, sous le talon des Martiens. Il en serait de nous comme il en est d'eux. Il nous faudrait sans cesse être aux aguets, fuir et nous cacher. La crainte
et le règne de l'homme n'était plus. Mais dès que je l'eus clairement envisagé, cette idée étrange disparut, chassée par l'impérieuse faim qui me tenaillait après mon long et horrible jeûne. De l'autre côté de la fosse, derrière un mur recouvert de végétation rouge, j'aperçus un coin de jardin non envahi encore. Cette vue me suggéra ce que je devais faire, et je m'avançai à travers l'herbe rouge, enfoncé jusqu'aux genoux et parfois jusqu'au cou. L'épaisseur de ces herbes m'offrait, en cas de besoin, une cachette sûre. Le mur avait 6 pieds de haut. Lorsque j'essayai de l'escalader, je sentis qu'il m'était impossible de me soulever. Je dus donc le contourner, et j'arrivai ainsi à une sorte d'encoignure rocailleuse où je pus plus facilement me hisser au faîte du mur et me laisser dégringoler dans le jardin que je convoitais. J'y trouvai quelques oignons, des bulbes de glaïeuls et une certaine quantité de carottes à peine mûres. Je récoltai le tout, et franchissant un pan de muraille écroulé, je continuai mon chemin vers Kew entre des arbres écarlates et cramoisis. On eût dit une promenade dans une avenue de gigantesques gouttes de sang. J'avais 2 idées bien nettes. Trouver une nourriture plus substantielle, et, autant que mes forces le permettaient, fuir bien loin de cette région maudite et qui n'avait plus rien de terrestre. Un peu plus loin, dans un endroit où persistait du gazon, je découvris quelques champignons que je dévorai aussitôt, mais ces bribes de nourriture ne réussirent guère qu'à exciter un peu plus ma faim. Tout à coup, alors que je croyais toujours être dans les prairies, je rencontrai une nappe d'eau peu profonde et boueuse qu'un faible courant entraînait. Je fus d'abord très surpris de trouver, au plus fort d'un été très chaud et très sec, des prés inondés, mais je me rendis compte bientôt que cela était dû à l'exubérance tropicale de l'herbe rouge. Dès que ces extraordinaires végétaux rencontraient un cours d'eau, ils prenaient immédiatement des proportions gigantesques et devenaient d'une fécondité incomparable. Les graines tombaient en quantité dans les eaux de la Wey et de la Tamise, où elles germaient, et leurs pousses titaniques, croissant avec une incroyable rapidité, avaient bientôt engorgé le cours de ces rivières qui avaient débordé. À Putney, comme je le vis peu après, le pont disparaissait presque entièrement sous un colossal enchevêtrement de ces plantes, et à Richmond, les eaux de la Tamise s'étaient aussi répandues dans une nappe immense et peu profonde, à travers les prairies de Hampton et de Twickenham. À mesure que les eaux débordaient, l'herbe les suivait, de sorte que les villas en ruine de la vallée de la Tamise furent un certain temps submergées dans le rouge marécage dont j'explorai les bords et qui dissimulait ainsi beaucoup de la désolation qu'avaient causé les Martiens. Finalement, l'herbe rouge succomba presque aussi rapidement qu'elle avait cru. Bientôt, une sorte de maladie infectieuse due, croit-on, à l'action de certaines bactéries, s'empara de ces végétations. Par suite des principes de la sélection naturelle, toutes les plantes terrestres ont maintenant acquis une force de résistance contre les maladies causées par les microbes. Elles ne succombent jamais sans une longue lutte. Mais l'herbe rouge tomba en putréfaction comme une chose déjà morte. Les tiges blanchirent, se flétrirent et devinrent très cassantes. Au moindre contact, elles se rompaient, et les eaux, qui avaient favorisé et stimulé leur développement, emportèrent jusqu'à la mer leurs derniers vestiges. Mon premier soin fut naturellement d'étancher ma soif. J'absorbais ainsi une grande quantité d'eau, et mu par une impulsion soudaine, je mâchonnai quelques fragments d'herbe rouge. Mais les tiges étaient pleines d'eau, et elles avaient un goût métallique nauséeux. L'eau était assez peu profonde pour me permettre d'avancer sans danger, bien que l'herbe rouge retardât quelque peu ma marche. Mais la profondeur du flot s'accrut évidemment à mesure que j'approchais du fleuve, et retournant sur mes pas, je repris le chemin de Mortlake. Je parvins à suivre la route en m'appuyant sur les villas en ruine, les clôtures et les réverbères que je rencontrais. Bientôt, je fus hors de cette inondation, et ayant monté la colline de Roehampton, je débouchai dans les communaux de Putney. Ici, le paysage changeait. Ce n'était plus l'étrange et l'extraordinaire, mais le simple bouleversement du familier. Certains coins semblaient avoir été dévastés par un cyclone, et une centaine de mètres plus loin, je traversais un espace absolument paisible et sans la moindre trace de trouble. Je rencontrai des maisons dont les jalousies étaient baissées et les portes fermées, comme si leurs habitants dormaient à l'intérieur ou étaient absents pour un jour ou deux. L'herbe rouge était moins abondante. Les troncs des grands arbres qui poussaient au long de la route n'étaient pas envahis par la variété grimpante. Je cherchai dans les branches quelques fruits à manger, sans en trouver. J'explorai aussi une ou deux maisons silencieuses, mais elles avaient été déjà cambriolées et pillées.
J'achevai le reste de la journée en me reposant dans un bouquet d'arbustes, me sentant dans l'état de faiblesse où j'étais, trop fatigué pour continuer ma route. Pendant tout ce temps, je n'avais vu aucun être humain, non plus que le moindre signe de la présence des Martiens. Je rencontrai 2 chiens affamés, mais malgré les avances que je leur fis, ils s'enfuirent en faisant un grand détour. Près de Roehampton, j'avais aperçu 2 squelettes humains, non pas des cadavres, mais des squelettes entièrement décharnés. Dans le petit bois, auprès de l'endroit où j'étais, je trouvai les os brisés et épars de plusieurs chats et de plusieurs lapins, et ceux d'une tête de mouton. Bien qu'il ne restât rien après, j'essayai d'en ronger quelques-uns. Après le coucher du soleil, je continuai péniblement à avancer au long de la route qui mène à Putney, où le rayon ardent avait dû, pour une raison quelconque, faire son œuvre. Au-delà de Roehampton, je recueillis dans un jardin des pommes de terre à peine mûres, en quantité suffisante pour apaiser ma faim. De ce jardin, la vue s'étendait sur Putney et sur le fleuve. Sous le crépuscule, l'aspect du paysage était singulièrement désolé. Des arbres carbonisés, des ruines lamentables et noircies par les flammes, et au bas de la colline, le fleuve débordait et les grandes nappes d'eau teintées de rouge par l'herbe extraordinaire. Sur tout cela, le silence s'étendait, et pendant combien rapidement s'était produite cette désolante transformation, je me sentis envahi par une indescriptible terreur. Pardon, j'ai dit pendant, c'était pensant. Sur tout cela, le silence s'étendait, et pensant combien rapidement s'était produite cette désolante transformation, je me sentis envahi par une indescriptible terreur. Pendant un instant, je crus que l'humanité avait été entièrement détruite, et que j'étais maintenant debout dans ce jardin, le seul être humain qui ait survécu. Au sommet de la colline de Putney, je passai non loin d'un autre squelette dont les bras étaient disloqués et se trouvaient à quelques mètres du corps. À mesure que j'avançais, j'étais de plus en plus convaincu que dans ce coin du monde, et à part quelques traînards comme moi, l'extermination de l'humanité était un fait accompli. Les Martiens, pensais-je, avaient continué leur route, abandonnant la contrée désolée et cherchant ailleurs leur nourriture. Peut-être même étaient-ils maintenant en train de détruire Berlin ou Paris, ou bien il pouvait se faire aussi qu'ils aient avancé vers le nord. Et c'est la fin du chapitre 6, les amis. Je fais une toute petite pause, je ne vais même pas mettre l'écran de pause en vérité, parce que ça a duré encore moins longtemps que ce que j'aurais cru. Mais juste, je réunis mon énergie, je réunis mes forces, ma motivation, parce que là, ça va être un petit peu long. Là, on est parti sur 25 pages, je crois, même un truc, peut-être même plus que ça. Bref. Bonsoir aux nouveaux arrivants, bonsoir Dimal, bonsoir l'écoute aux portes. Je vous souhaite une bonne écoute également. Allez, on est parti. Et après ce très long chapitre, on fera une belle pause que je puisse me reposer avant les chapitres d'après. À tout à l'heure. 7. L'homme de Putney Hill. Je passai la nuit dans l'auberge située au sommet de la côte de Putney, où, pour la première fois depuis que j'avais quitté Leatherhead, je dormis dans des draps. Je ne m'attarderai pas à raconter quelle peine j'eus à pénétrer par une fenêtre dans cette maison, peine inutile puisque je m'aperçus ensuite que la porte d'entrée n'était fermée qu'au loquet, ni comment je fouillai dans toutes les chambres, espérant y trouver de la nourriture, jusqu'à ce que, au moment même où je perdais tout espoir, je découvris dans une pièce qui me parut être une chambre de domestique, une croûte de pain rongée par les rats et 2 boîtes d'ananas en conserve. La maison avait été déjà explorée et vidée. Dans le bar, je finis par mettre la main sur des biscuits et des sandwichs qui avaient été oubliés. Les sandwichs n'étaient plus mangeables, mais avec les biscuits j'apaisais ma faim et je garnis mes poches. Je n'allumai aucune lumière, de peur d'attirer l'attention de quelques martiens en quête de nourriture et explorant pendant la nuit cette partie de Londres. Avant de me mettre au lit, j'eus un moment de grande agitation et d'inquiétude, rôdant de fenêtre en fenêtre et cherchant à apercevoir dans l'obscurité quelques indices des monstres. Je dormis peu. Une fois au lit, je pus réfléchir et mettre quelques suites dans mes idées, chose que je ne me rappelais pas avoir faite depuis ma dernière discussion avec le vicaire. Depuis lors, mon activité mentale n'avait été qu'une succession précipitée de vagues états émotionnels, ou bien une sorte de stupide réceptivité. Mais pendant la nuit, mon cerveau, fortifié sans doute par la nourriture que j'avais prise, redevint clair et je pus réfléchir.
3 pensées surtout s'imposèrent tour à tour à mon esprit. Le meurtre du vicaire, les faits et gestes des Martiens, et le sort possible de ma femme. La première de ces préoccupations ne me laissait aucun sentiment d'horreur ni de remords. Je me voyais alors, comme je me vois encore maintenant, amener fatalement et pas à pas, lui asséner ce coup irréfléchi, victime en somme d'une succession d'incidents et de circonstances qui entraînèrent inévitablement ce résultat. Je ne me condamnais aucunement, et cependant ce souvenir, sans s'exagérer, me hanta. Dans le silence de la nuit, avec cette sensation d'une présence divine qui s'empare de nous parfois dans le calme et les ténèbres, je supportai victorieusement cet examen de conscience, la seule expiation qu'il me fallut subir pour un moment de rage et d'affolement. Je me retraçai d'un bout à l'autre la suite de nos relations depuis l'instant où je l'avais trouvé accroupi auprès de moi, ne faisant aucune attention à ma soif, et m'indiquant du doigt les flammes et la fumée qui s'élevaient des ruines de Weybridge. Nous avions été incapables de nous entendre et de nous aider mutuellement. Le hasard sinistre ne se soucie guère de cela. Si j'avais pu le prévoir, je l'aurais abandonné à Halliford. Mais je n'avais rien deviné. Et le crime consiste à prévoir et à agir. Je raconte ces choses comme tout le reste de cette histoire, telles qu'elles se passèrent. Elles n'eurent pas de témoins. J'aurais pu les garder secrètes, mais je les ai narrées afin que le lecteur puisse se former un jugement à son gré. Puis, lorsque j'eus à grand-peine chassé l'image de ce cadavre gisant la face contre terre, j'en vins au problème des Martiens et au sort de ma femme. En ce qui concernait les Martiens, je n'avais aucune donnée, et je ne pouvais qu'imaginer 1000 choses. Je ne pouvais guère mieux faire non plus quant à ma femme. Cette veillée bientôt devint épouvantable. Je me dressai sur mon lit, mes yeux scrutant les ténèbres, et je me mis à prier, demandant que, si elle avait dû mourir, le rayon ardent ait pu la frapper brusquement et la tuer sans souffrance. Depuis la nuit de mon retour à Leatherhead, je n'avais pas prié. En certaines extrémités désespérées, j'avais murmuré des supplications, des invocations fétichistes, formulant mes prières comme les païens murmurent des charmes conjurateurs. Mais cette fois, je priais réellement, implorant avec ferveur la divinité face à face avec les ténèbres. Nuit étrange, et plus étrange encore en ceci, qu'aussitôt que parut l'aurore, moi qui m'étais entretenu avec la divinité, je me glissai hors de la maison comme un rat quitte son trou. Créature à peine plus grande, animal inférieur qui, selon le caprice passager de nos maîtres, pouvait être traqué et tué. Les Martiens, eux aussi, invoquaient peut-être Dieu avec confiance. À coup sûr, si nous ne retenons rien d'autre de cette guerre, elle nous aura cependant appris la pitié pour ces âmes dépourvues de raison qui subissent notre domination. L'aube était resplendissante et claire. À l'orient, le ciel, que sillonnaient de petits nuages dorés, s'animait de reflets roses. Sur la route qui va du haut de la colline de Putney jusqu'à Wimbledon, traînait un certain nombre de vestiges pitoyables, restes de la déroute qui, dans la soirée du dimanche où commença la dévastation, dut pousser vers Londres tous les habitants de la contrée. Il y avait là une petite voiture à 2 roues, sur laquelle était peint le nom de Thomas Lobb, fruitier à New Malden. Une des roues était brisée, et une caisse de métal gisait au pré abandonnée. Il y avait aussi un chapeau de paille piétiné dans la boue, maintenant séché, et au sommet de la côte de West Hill, je trouvai un tas de verre écrasé et taché de sang, auprès de l'abreuvoir en pierre qu'on avait renversé et brisé. Mes plans étaient de plus en plus vagues, et mes mouvements de plus en plus incertains. J'avais toujours l'idée d'aller à Leatherhead, et pourtant j'étais convaincu que, selon toutes les probabilités, ma femme ne pouvait s'y trouver. Car à moins que la mort ne les ait surpris à l'improviste, mes cousins et elle avaient dû fuir dès les premières menaces de danger. Mais je m'imaginais que je pourrais, tout au moins, apprendre là de quel côté s'étaient enfuis les habitants du Surrey. Je savais que je voulais retrouver ma femme, que mon cœur souffrait de son absence et du manque de toute société, mais je n'avais aucune idée bien claire quant au moyen de la retrouver, et je sentais avec une intensité croissante mon entier isolement. Je parvins alors, après avoir traversé un taillis d'arbres et de buissons, à la lisière des communaux de Wimbledon, dont les haies, les arbres et les prés s'étendaient au loin sous mes yeux. Cet espace encore sombre s'éclairait, par endroits, d'ajoncs et de genêts jaunes. Je ne vis nulle part d'herbe rouge, et tandis que je rôdais entre les arbustes, hésitant à m'aventurer à découvert, le soleil se leva, inondant tout de lumière et de vie. Dans un pli de terrain marécageux, entre les arbres, je tombai au milieu d'une multitude de petites grenouilles. Je m'arrêtai à les observer, tirant de leurs obstinations à vivre une leçon pour moi-même. Soudain,
j'eus la sensation bizarre que quelqu'un m'épiait, et, me retournant brusquement, j'aperçus dans un fourré quelque chose qui s'y blottissait. Pour mieux voir, je fis un pas en avant. La chose se dressa. C'était un homme, armé d'un coutelas. Je m'approchai lentement de lui, et il me regarda venir, silencieux et immobile. Quand je fus près de lui, je remarquai que ses vêtements étaient aussi déguenillés et aussi sales que les miens. On eût dit vraiment qu'il avait été traîné dans des égouts. De plus près, je distinguai la vase verdâtre des fossés, des plaques pâles de terre glaise séchée et des reflets de poussière de charbon. Ses cheveux, très bruns et longs, retombaient en avant sur ses yeux. Sa figure était noire et sale, et il avait les yeux tirés, de sorte qu'au premier abord je ne le reconnus pas. De plus, une balafre récente lui coupait le bas du visage. « Halte !» cria-t-il quand je fus à 10 mètres de lui. Je m'arrêtai. Sa voix était rauque. « D'où venez-vous » demanda-t-il. Je réfléchis un instant, l'examinant avec attention. « Je viens de Mortlake, » répondis-je. « Je me suis trouvé enterré auprès de la fosse que les Martiens ont creusée autour de leur cylindre, et j'ai fini par m'échapper. »« Il n'y a rien à manger par ici, » dit-il. « Ce coin m'appartient, toute la colline jusqu'à la rivière, et là-bas jusqu'à Clapham. Et ici, jusqu'à l'entrée des communaux. Il n'y a de la nourriture que pour un seul. De quel côté allez-vous » Je répondis lentement. « Je ne sais pas. Je suis resté sous les ruines d'une maison pendant 13 ou 14 jours, et je ne sais rien de ce qui est arrivé pendant ce temps-là. » Il m'écoutait avec un air de doute. Tout à coup, il eut un sursaut, et son expression changea. « Je n'ai pas envie de m'attarder ici, dis-je. Je pense aller à Leatherhead pour tâcher d'y retrouver ma femme. »« C'est bien vous, dit-il en étendant le bras vers moi. C'est vous qui habitiez à Woking. Vous n'avez pas été tué à Weybridge ?» Je le reconnus au même moment. « Vous êtes l'artilleur qui se cachait dans mon jardin. En voilà une chance, dit-il. C'est tout de même drôle que ce soit vous. » Il me tendit sa main et je la pris. « Moi, continua-t-il, je m'étais glissé dans un fossé d'écoulement. Mais ils ne tuaient pas tout le monde. Quand ils furent partis, je m'en allais à travers champs jusqu'à Walton. Mais il y a 15 jours à peine, et vous avez les cheveux tout gris. » Il jeta soudain un brusque regard en arrière. « Ce n'est qu'une corneille, dit-il. Par le temps qui court, on apprend à connaître que les oiseaux ont une ombre. Nous sommes un peu à découvert. Installons-nous sous ces arbustes et causons. »« Avez-vous vu les Martiens » demandai-je. « Depuis que j'ai quitté mon trou, Ils sont partis à l'autre bout de Londres, dit-il. Je pense qu'ils ont établi leur quartier général par là. La nuit, du côté d'Hampstead, tout le ciel est plein des reflets de leur lumière. On dirait la lueur d'une grande cité, et on les voit aller et venir dans cette clarté. De jour, on ne peut pas. Mais je ne les ai pas vus de plus près depuis... » Il compta sur ses doigts. 5 jours. Oui. J'en ai vu 2 qui traversaient Hammersmith, emportant quelque chose d'énorme. Et l'avant-dernière nuit, ajouta-t-il d'un ton étrangement sérieux, dans le pêle-mêle des reflets, j'ai vu quelque chose qui montait très haut dans l'air. Je crois qu'ils ont construit une machine volante, et qu'ils sont en train d'apprendre à voler. Je m'arrêtai, surpris, sans achever de m'asseoir sous les buissons. À voler. Oui, dit-il, à voler. Je trouvai une position confortable, et je m'installai. C'en est fait de l'humanité, dis-je. S'ils réussissent à voler, ils feront tout simplement le tour du monde en tous sens. Mais oui, approuva-t-il en hochant la tête. Mais ça nous soulagera d'autant par ici et d'ailleurs, fit-il en se tournant vers moi, quel mal voyez-vous à ce que ça en soit fini de l'humanité? Moi, j'en suis bien content. Nous sommes écrasés. Nous sommes battus. Je le regardai, ahuri. Si étrange que ce fût, je ne m'étais pas encore rendu compte de toute l'étendue de la catastrophe. Et cela m'apparut comme parfaitement évident dès qu'il eut parlé. J'avais conservé jusque-là un vague espoir, ou plutôt, c'était une vieille habitude d'esprit qui persistait. Il répéta ces mots qui exprimaient une conviction absolue. « Nous sommes battus. C'est bien fini, continua-t-il. Ils n'en ont perdu qu'un, rien qu'un. Ils se sont installés dans de bonnes conditions, et ils ne s'inquiètent nullement des armes les plus puissantes du monde. Ils nous ont piétinés. La mort de celui qu'ils ont perdu à Weybridge n'a été qu'un accident, et il n'y a que l'avant-garde d'arriver. Ils continuent à venir, ces étoiles vertes, je n'en ai pas vu depuis 5 ou 6 jours. Je suis sûr qu'il en tombe une quelque part toutes les nuits.
Il n'y a rien à faire. Nous avons le dessous. Nous sommes battus. » Je ne lui répondis rien. Je restais assis, le regard fixe et vague, cherchant en vain à lui opposer quelque argument fallacieux et contradictoire. « Ça n'est pas une guerre, » dit l'artilleur. « Ça n'a jamais été une guerre, pas plus qu'il n'y a de guerre entre les hommes et les fourmis. » Tout à coup, me revinrent à l'esprit les détails de la nuit que j'avais passée dans l'observatoire. Après le 10e coup, ils n'ont plus tiré, du moins jusqu'à l'arrivée du premier cylindre. Je lui donnai des explications et il se mit à réfléchir. « Quelque chose de dérangé dans leur canon, dit-il. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ils sauront bien le réparer, et quand bien même il y aurait un retard quelconque, est-ce que ça pourrait changer la fin? C'est comme les hommes avec les fourmis. À un endroit, les fourmis installent leurs cités et leurs galeries. Elles y vivent, elles font des guerres et des révolutions, jusqu'au moment où les hommes les trouvent sur leur chemin, et ils en débarrassent le passage. C'est ce qui se produit maintenant. Nous ne sommes que des fourmis. Seulement... Eh bien, nous sommes des fourmis comestibles. » Nous restâmes un instant là, assis, sans rien nous dire. « Et que vont-ils faire de nous ? » questionnai-je. « C'est ce que je me demande, dit-il. C'est bien ce que je me demande. Après l'affaire de Weybridge, je m'en allais vers le sud, tout perplexe. Je vis ce qui se passait. Tout le monde s'agitait et braillait ferme. Moi, je n'ai guère de goût pour le remue-ménage. J'ai vu la mort de près une fois ou deux. Ma foi, je ne suis pas un soldat de parade et, au pire et au mieux, la mort, c'est la mort. Il n'y a que celui qui garde son sang-froid qui s'en tire. Je vis que tout le monde s'en allait vers le sud, et je me dis, de ce côté-là, on ne mangera plus avant qu'il soit longtemps. Et je fis carrément volte-face. Je suivis les Martiens comme le moineau suit l'homme. Par là-bas, dit-il en agitant sa main vers l'horizon, ils crèvent de faim par tas en se battant et en se trépignant. Il vit l'expression d'angoisse de ma figure, et il s'arrêta, embarrassé. Sans doute, poursuivit-il, ceux qui avaient de l'argent ont pu passer en France. Il parut hésiter et vouloir s'excuser, mais rencontrant mes yeux, il continua. Ici, il y a des provisions partout, des tas de choses dans les boutiques, des vins, des alcools, des eaux minérales. Les tuyaux et les conduites d'eau sont vides, mais je vous racontais mes réflexions. Nous avons affaire à des êtres intelligents, me dis-je, et ils semblent compter sur nous pour se nourrir. D'abord, ils vont fracasser tout, les navires, les machines, les canons, les villes, tout ce qui est régulier et organisé. Tout cela aura une fin. Si nous avions la taille des fourmis, nous pourrions nous tirer d'affaire. Ce n'est pas le cas, et on ne peut arrêter des masses pareilles. C'est là un fait bien certain, n'est-ce pas? Je donnai mon assentiment. Bien, c'est une affaire entendue. Passons à autre chose alors. Maintenant, ils nous attrapent comme ils veulent. Un Martien n'a que quelques miles à faire pour trouver une multitude en fuite. Un jour, j'en ai vu un près de Wandsworth, qui saccageait les maisons et massacrait le monde. Mais ils ne continueront pas de cette façon-là. Aussitôt qu'ils auront fait taire nos canons, détruit nos chemins de fer et nos navires, terminé tout ce qu'ils sont en train de manigancer par là-bas, ils se mettront à nous attraper systématiquement, choisissant les meilleurs et les mettant en réserve dans des cages et des enclos aménagés dans ce dessein. C'est là ce qu'ils vont entreprendre avant longtemps. Car, comprenez-vous, ils n'ont encore rien commencé, en somme. Rien commencé? M'écriai-je. Non, rien. Tout ce qui est arrivé jusqu'ici, c'est parce que nous n'avons pas eu l'esprit de nous tenir tranquilles. Au lieu de les tracasser avec nos canons et autres sottises, c'est parce qu'on a perdu la tête et qu'on a fui en masse, alors qu'il n'était pas plus dangereux de rester où l'on était. Ils ne veulent pas encore s'occuper de nous. Ils fabriquent leurs choses, toutes les choses qu'ils n'ont pu apporter avec eux, et ils préparent tout pour ceux qui vont bientôt venir. C'est probablement à cause de cela qu'ils ne tombent plus de cylindres pour le moment, de peur d'atteindre ceux qui sont déjà ici. Au lieu de courir partout à l'aveuglette en hurlant et d'essayer vainement de les faire sauter à la dynamite, nous devons tâcher de nous accommoder du nouvel état des choses. C'est là l'idée que j'en ai. Ce n'est pas absolument conforme à ce que l'homme peut ambitionner pour son espèce, mais ça peut s'accorder avec les faits, et c'est le principe d'après lequel j'agis. Les villes, les nations, la civilisation, le progrès, tout ça, c'est fini. La force est jouée. Nous sommes battus. Mais s'il en est ainsi, à quoi sert-il de vivre? L'artilleur me considéra un moment. C'est évident, dit-il. Pendant 1 million d'années ou deux, il n'y aura plus ni concerts, ni salons de peinture, ni parties fines au restaurant. Si c'est de l'amusement qu'il vous faut, je crains bien que vous n'en manquiez.
Si vous avez des manières distinguées, s'il vous répugne de manger des petits pois avec un couteau ou de ne pas prononcer correctement les mots, vous ferez aussi bien de laisser tout cela de côté. Ça ne vous sera plus guère utile. Alors, vous voulez dire que... Je veux dire que les hommes comme moi réussiront à vivre, pour la conservation de l'espèce. Je vous assure que je suis absolument décidé à vivre, et si je ne me trompe, vous serez bien forcés, vous aussi, de montrer ce que vous avez dans le ventre, avant qu'il soit longtemps. Nous ne serons pas tous exterminés, et je n'ai pas l'intention non plus de me laisser prendre pour être apprivoisé, nourri et engraissé comme un bœuf gras. Hein! Voyez-vous la joie d'être mangé par ces sales reptiles? Mais vous ne prétendez pas que... Mais si, mais si! Je continue. Mes plans sont faits. J'ai résolu la difficulté. L'humanité est battue. Nous ne savions rien, et nous avons tout à apprendre maintenant. Pendant ce temps, il faut vivre et rester indépendant. Vous comprenez? Voilà ce qu'il y aura à faire. Je le regardai, étonné et profondément remué par ces paroles énergiques. Sapristi, vous êtes un homme, vous, m'écriai-je, en lui serrant vigoureusement la main. Eh bien, dit-il, les yeux brillants de fierté. Est-ce penser cela, hein? Continuez, lui dis-je. Donc, ceux qui ont envie d'échapper à un tel sort doivent se préparer. Moi, je me prépare. Comprenez bien ceci. Nous ne sommes pas tous faits pour être des bêtes sauvages, et c'est ce qui va arriver. C'est pour cela que je vous ai guetté. J'avais des doutes. Vous êtes maigre et élancé. Je ne savais pas que c'était vous, et j'ignorais que vous aviez été enterré. Tous les gens qui habitaient ces maisons et tous ces maudits petits employés qui vivaient dans ces banlieues, tout cela ne sont bons à rien. Ils n'ont ni vigueur, ni courage, ni belles idées, ni grands désirs. Et Seigneur, un homme qui n'a pas tout cela peut-il faire autre chose que trembler et se cacher? Tous les matins, ils se trimballaient vers leur ouvrage. Je les ai vus par centaines, emportant leur déjeuner, s'essoufflant à courir pour prendre les trains d'abonnés, avec la peur d'être renvoyés s'ils arrivaient en retard. Ils peinaient sur des ouvrages qu'ils ne prenaient pas même la peine de comprendre. Le soir, du même train-train, ils retournaient chez eux, avec la crainte d'être en retard pour dîner, n'osant pas sortir après leur repas par peur des rues désertes, dormant avec des femmes qu'ils épousaient, non parce qu'ils avaient besoin d'elles, mais parce qu'elles avaient un peu d'argent qui leur garantissait une misérable petite existence à travers le monde. Ils assuraient leur vie, ils mettaient quelques sous de côté par peur de la maladie ou des accidents, et le dimanche, c'était la peur de l'au-delà, comme si l'enfer était pour les lapins. Pour ces gens-là, les Martiens seront une bénédiction. De jolies cages spacieuses, de la nourriture à discrétion, un élevage soigné, et pas de soucis. Après une semaine ou deux de vagabondage à travers champs, le ventre vide, ils reviendront et se laisseront prendre volontiers. Au bout de peu de temps, ils seront entièrement satisfaits. Ils se demanderont ce que les gens pouvaient bien faire avant qu'il y ait eu des Martiens pour prendre soin d'eux. Et les traîneurs de bar, les tripoteurs, les chanteurs, je les vois d'ici, ah oui, je les vois d'ici, s'exclama-t-il avec une sorte de sombre contentement. C'est là qu'il y aura du sentiment et de la religion. Mais il y a 1000 choses que j'avais toujours vues de mes yeux, et que je ne commence à comprendre clairement que depuis ces derniers jours. Il y a des tas de gens, gras et stupides, qui prendront les choses comme elles sont, et des tas d'autres aussi se tourmenteront à l'idée que le monde ne va plus, et qu'il faudrait y faire quelque chose. Or, chaque fois que les choses sont telles qu'un tas de gens éprouvent le besoin de s'en mêler, les faibles, et ceux qui le deviennent à force de trop réfléchir, aboutissent toujours à une religion du rien faire, très pieuse et très élevée, et finissent par se soumettre à la persécution et à la volonté du Seigneur. Vous avez déjà dû remarquer cela aussi. C'est de l'énergie à l'envers dans une rafale de terreur. Les cages de cela seront pleines de psaumes, de cantiques et de piétés, et ceux qui sont d'une espèce moins simple se tourneront sans doute vers... Comment appelez-vous cela? L'érotisme. Il s'arrêta un moment, puis il reprit. Très probablement les Martiens auront des favoris parmi tous ces gens. Ils leur enseigneront à faire des tours, et qui sait, feront du sentiment sur le sort d'un pauvre enfant gâté qu'il faudra tuer. Ils en dresseront peut-être aussi, à nous chasser. Non, m'écriai-je, c'est impossible. Aucun être humain. À quoi bon répéter toujours de pareilles balivernes, dit l'artilleur. Il y en a beaucoup qui le feraient volontiers. Quelle blague de prétendre le contraire. Et je cédai à sa conviction. S'ils s'en prennent à moi, dit-il, bon Dieu, s'ils s'en prennent à moi. Et il s'enfonça dans une sombre méditation. Je réfléchissais aussi à toutes ces choses, sans rien trouver pour réfuter les raisonnements de cet homme. Avant l'invasion,
Personne n'eût mis en doute ma supériorité intellectuelle, et cependant cet homme venait de résumer une situation que je commençais à peine à comprendre. Qu'allez-vous faire? Lui demandai-je brusquement. Quels sont vos plans? Il hésita. Eh bien, voici, dit-il. Qu'avons-nous à faire? Il nous faut trouver un genre de vie qui permette à l'homme d'exister et de se reproduire, et d'être suffisamment en sécurité pour élever sa progéniture. Oui, attendez, et je vais vous dire clairement ce qu'il faut faire à mon avis. Ceux que les Martiens domestiqueront deviendront bientôt comme tous les animaux domestiques. D'ici à quelques générations, ils seront beaux et gros, ils auront le sang riche et le cerveau stupide. Bref, rien de bon. Le danger que courent ceux qui resteront en liberté est de redevenir sauvages, de dégénérer en une sorte de gros rat sauvage. Il nous faudra mener une vie souterraine, comprenez-vous? J'ai pensé aux égouts. Naturellement, ceux qui ne les connaissent pas se figurent des endroits terribles, mais sous le sol de Londres, il y en a pendant des miles et des miles de longueur, des centaines de miles. Quelques jours de pluie sur Londres, abandonnés, en feront des logis agréables et propres. Les canaux principaux sont assez grands et assez aérés pour les plus difficiles. Puis il y a les caves, les voûtes et les magasins souterrains, qu'on pourrait joindre aux égouts par des passages faciles à intercepter. Il y a aussi les tunnels et les voies souterraines de chemin de fer. Hein? Vous commencez à y voir clair? Et nous formons une troupe d'hommes vigoureux et intelligents, sans nous embarrasser de tous les incapables qui nous viendront. Au large les faibles. C'est pour cela que vous me chassiez tout à l'heure. Mais non, c'était pour entamer la conversation. Ce n'est pas la peine de nous quereller là-dessus. Continuez. Ceux qu'on admettra devront obéir. Il nous faut aussi des femmes vigoureuses et intelligentes, des mères et des éducatrices. Pas de belles dames minaudières et sentimentales, pas d'yeux langoureux. Il ne nous faut ni incapables ni imbéciles. La vie est redevenue réelle, et les inutiles, les encombrants, les malfaisants succomberont. Ils devraient mourir, oui, ils devraient mourir de bonne volonté. Après tout, il y a une sorte de déloyauté à s'obstiner à vivre pour gâter la race, d'autant plus qu'ils ne pourraient pas être heureux. D'ailleurs, mourir n'est pas si terrible. C'est la peur qui rend la chose redoutable. Et puis nous nous rassemblerons dans tous ces endroits. Londres sera notre district. Même on pourrait organiser une surveillance, afin de pouvoir s'ébattre en plein air quand les Martiens n'y seraient pas. Jouer au cricket, par exemple. C'est comme cela qu'on sauvera la race, n'est-ce pas? Cela est possible. Mais sauver la race n'est rien. Comme je l'ai dit, ça consiste à devenir des rats. Le principal, c'est de conserver notre savoir et de l'augmenter encore. Alors c'est là que des gens comme nous deviennent utiles. Il y a des livres, il y a des modèles. On aménagerait des locaux spéciaux en lieux sûrs, très profonds, et on y réunirait tous les livres qu'on trouverait. Pas de sottises, ni romans, ni poésie, rien que des livres d'idées et de science. On pourrait s'introduire dans le British Museum et y prendre tous les livres de ce genre. Il nous faudrait spécialement maintenir nos connaissances scientifiques, les étendre encore. On observerait ces Martiens. Quelques-uns d'entre nous pourraient aller les espionner quand ils auraient tout organisé. J'irais peut-être moi-même. Il faudrait se laisser rattraper, pour mieux les approcher, je veux dire. Mais le grand point, c'est de laisser les Martiens tranquilles, ne jamais rien leur voler même. Si on se trouve sur leur passage, on leur fait place. Il faut montrer que nous n'avons pas de mauvaises intentions. Oui, je sais bien, mais ce sont des êtres intelligents, et s'ils ont tout ce qu'il leur faut, ils ne nous réduiront pas aux abois, et se contenteront de nous considérer comme une vermine inoffensive. L'artilleur s'arrêta et posa sa main bronzée sur mon bras. Après tout, continua-t-il, il ne nous reste peut-être pas tellement à apprendre avant de... Imaginez-vous ceci. 4 ou 5 de leurs machines de combat qui se mettent en mouvement tout à coup. Les rayons ardents darder en tous sens, et sans que les Martiens soient dedans. Pas de Martiens dedans, mais des hommes qui auraient appris à les conduire. Ça pourrait être de mon temps même. Ces hommes, figurez-vous pouvoir manœuvrer l'un de ces charmants objets avec son rayon ardent, libre et bien manié, et se promener avec? Qu'importerait de se briser en 1000 morceaux au bout du compte, après un exploit comme celui-là? Je réponds bien que les Martiens en ouvriraient de grands yeux. Les voyez-vous, hein? Les voyez-vous courir, se précipiter, halter, s'essouffler et hurler, en s'installant dans leurs autres mécaniques? On aurait tout désengrainé à l'avance, et pif, paf, pan! 8-8, au moment où ils veulent s'installer dedans, le rayon ardent passe et l'homme a repris sa place. L'imagination hardie de l'artilleur, et le ton d'assurance et de courage avec lequel il s'exprimait, dominèrent complètement mon esprit pendant un certain temps. J'admettais sans hésitation
à la fois ses prévisions quant à la destinée de la race humaine et la possibilité de réaliser ses plans surprenants. Le lecteur qui suit l'exposé de ces faits, l'esprit tranquille et attentif, voudra bien, avant de m'accuser de sottise et de naïveté, considérer que j'étais craintivement blotti dans les buissons, l'esprit plein d'anxiété et d'appréhension. Nous conversâmes de cette façon pendant une bonne partie de la matinée, puis, après nous être glissés hors de notre cachette et avoir scruté l'horizon pour voir si les Martiens ne revenaient pas dans les environs, nous nous rendîmes en toute hâte à la maison de Putney Hill, dont il avait fait sa retraite. Il s'était installé dans une des caves à charbon, et quand je vis l'ouvrage qu'il avait fait en une semaine, un trou à peine long de 10 mètres par lequel il voulait aller rejoindre une importante galerie d'égouts, j'eus mon premier indice du gouffre qu'il y avait entre ses rêves et son courage. J'aurais pu en faire autant en une journée, mais j'avais en lui une foi suffisante pour l'aider. Toute la matinée, et assez tard dans l'après-midi, à creuser son passage souterrain. Nous avions une brouette, et nous entassions la terre contre le fourneau de la cuisine. Nous réparâmes nos forces en absorbant le contenu d'une boîte de tête de veau à la tortue et une bouteille de vin. Après la démoralisante étrangeté des événements, j'éprouvais à travailler ainsi un grand soulagement. J'examinais son projet, et bientôt des objections et des doutes m'assaillirent, mais je n'en continuais pas moins mon labeur, heureux d'avoir un but vers lequel exercer mon activité. Peu à peu, je commençai à spéculer sur la distance qui nous séparait encore de l'égout et sur les chances que nous avions de l'atteindre. Ma perplexité actuelle était de savoir pourquoi nous creusions ce long tunnel, alors qu'on pouvait s'introduire facilement dans les égouts par un regard quelconque, et de là creuser une galerie pour revenir jusqu'à cette maison. Il me semblait aussi que cette retraite était assez mal choisie, et qu'il faudrait, pour y revenir, une inutile longueur de tunnel. Au moment même où tout cela m'apparaissait clairement, l'artilleur s'appuya sur sa bêche et me dit « Nous faisons là du bon ouvrage. Si nous nous reposions un moment. D'ailleurs, je crois qu'il serait temps d'aller faire une reconnaissance sur le toit de la maison. » J'étais d'avis de continuer notre travail, et après quelques hésitations, il reprit son outil. Alors une idée soudaine me frappa. Je m'arrêtai et il s'arrêta aussi immédiatement. « Pourquoi vous promeniez-vous dans les communaux ce matin au lieu d'être ici ?» demandai-je. « Je prenais l'air, » répondit-il, « et je rentrais. On est plus en sécurité la nuit. »« Mais votre ouvrage ?»« Oh, on ne peut pas toujours travailler, » dit-il. À cette réponse, j'avais jugé mon homme. Il hésita, toujours appuyé sur sa bêche. « Nous devrions maintenant aller faire une reconnaissance, » dit-il, « parce que si quelqu'un s'approchait, on entendrait le bruit de nos bêches et on nous surprendrait. » Je n'avais plus envie de discuter. Nous montâmes ensemble, et de l'échelle qui donnait accès sur le toit, nous explorâmes les environs. Nulle part on apercevait les Martiens, et nous nous aventurâmes sur les tuiles, nous laissant glisser jusqu'au parapet qui nous abritait. De là, un bouquet d'arbres nous cachait la plus grande partie de Putney, mais nous pouvions voir plus bas le fleuve, le bouillonnement confus de l'herbe rouge, et les parties basses de Lambeth, inondées. La variété grimpante de l'herbe rouge avait envahi les arbres qui entourent le vieux palais, et leurs branches s'étendaient mortes et décharnées, garnies parfois encore de feuilles sèches, parmi tout cet enchevêtrement. Il était étrange de constater combien ces deux espèces de végétaux avaient besoin d'eau courante pour se propager. Autour de nous, on n'en voyait pas de traces. Des cytises, des épines roses, des boules de neige montées verts et brillants au milieu des massifs de lauriers et d'hortensias ensoleillés. Au-delà de Kensington, une fumée épaisse s'élevait qui, avec une brume bleuâtre, empêchait d'apercevoir les collines septentrionales. L'artilleur se mit à parler de l'espèce de monde qui était resté dans Londres. « Une nuit de la semaine dernière, dit-il, quelques imbéciles réussirent à rétablir la lumière électrique dans Regent Street et Piccadilly, où se pressa bientôt une multitude d'ivrognes en haillons, hommes et femmes, qui dansèrent et hurlèrent jusqu'à l'aurore. Quelqu'un qui s'y trouvait m'a conté la chose. Quand le jour parut, ils aperçurent une machine de combat martienne qui, toute droite dans l'ombre, les observait avec curiosité. Sans doute elle était là depuis fort longtemps. Elle s'avança alors au milieu d'eux, et en captura une centaine trop ivres ou trop effrayés pour s'enfuir. Incident burlesque et tragique d'une époque troublée qu'aucun historien ne pourra relater fidèlement. Par une suite de questions, je le ramenai à ses plans grandioses. Son enthousiasme le reprit. Il exposa avec tant d'éloquence la possibilité de capturer une machine de combat que cette fois encore je le crus à moitié.
Mais je commençais à connaître la qualité de son courage, et je comprenais maintenant pourquoi il attachait tant d'importance à ne rien faire précipitamment. D'ailleurs, il n'était plus du tout question qu'il dût s'emparer personnellement de la grande machine et s'en servir lui-même pour combattre les Martiens. Bientôt, nous redescendîmes dans la cave. Nous ne paraissions disposés ni l'un ni l'autre à reprendre notre travail, et quand il proposa de faire une collation, j'acceptai sans hésiter. Il devint soudain très généreux, puis le repas terminé, il sortit et revint quelques moments après avec d'excellents cigares. Nous en allumâmes chacun un, et son optimisme devint éblouissant. Il inclinait à considérer ma venue comme une merveilleuse bonne fortune. « Il y a du champagne dans la cave voisine, dit-il. Nous travaillerons mieux avec ce Bourgogne, répondis-je. Non, non, vous êtes mon hôte aujourd'hui. Bon Dieu, nous avons assez de besogne devant nous. Prenons un peu de repos pour assembler nos forces pendant que c'est possible. Regardez-moi toutes ces ampoules. Poursuivant son idée de s'accorder un peu de répit, il insista pour que nous fissions une partie de cartes. Il m'enseigna divers jeux et, après nous être partagé Londres, lui s'attribuant la rive droite et moi gardant la rive gauche, nous prîmes chaque paroisse comme en jeu. Si bêtement ridicule que cela paraisse au lecteur sérieux, le fait est absolument exact, et chose plus surprenante encore, c'est que je trouvais ce jeu, et plusieurs autres auxquels nous jouâmes aussi, extrêmement intéressant. Quel étrange esprit que celui de l'homme! L'espèce entière était menacée d'extermination, ou d'une épouvantable dégradation. Nous n'avions devant nous d'autre claire perspective que celle d'une mort horrible, et nous pouvions, tranquillement assis à fumer et à boire, nous intéresser aux chances que représentaient ces bouts de carton peint et plaisanter avec un réel plaisir. Ensuite, il m'enseigna le poker, et je lui gagnai tenacement 3 longues parties d'échecs. Quand la nuit vint, nous étions si acharnés que nous nous risquâmes d'un commun accord à allumer une lampe. Après une interminable série de parties, nous soupâmes et l'artilleur acheva le champagne. Nous ne cessions de fumer des cigares, mais rien ne restait de l'énergique régénérateur de la race humaine que j'avais écouté le matin de ce même jour. Il était encore optimiste, mais son optimisme était plus calme et plus réfléchi. Je me souviens qu'il proposa, dans un discours incohérent et peu varié, de boire à ma santé. Je pris un cigare et montai aux étages supérieurs pour tâcher d'apercevoir les lueurs verdâtres dont il avait parlé. Tout d'abord, mes regards errèrent à travers la vallée de Londres. Les collines du nord étaient enveloppées de ténèbres, les flammes qui montaient de Kensington rougeoyaient, et de temps à autre, une langue de flamme jaunâtre s'élançait et s'évanouissait dans la profonde nuit bleue. Tout le reste de l'immense ville était obscur. Alors, plus près de moi, j'aperçus une étrange clarté, une sorte de fluorescence, d'un pâle violet pourpre, que la brise nocturne faisait frissonner. Pendant un moment, je ne pus comprendre quelle était la cause de cette faible irradiation, puis je pensai qu'elle était produite par l'herbe rouge. Avec cette idée, une curiosité qui n'était qu'assoupie s'éveilla en moi avec le sens de la proportion des choses. Mes yeux, alors, cherchèrent dans le ciel la planète Mars, qui resplendissait rouge et claire à l'ouest, puis longuement et fixement mes regards s'attachèrent aux ténèbres qui s'étendaient sur Hampstead et Highgate. Je restai longtemps sur le toit, l'esprit déconcerté par les tribulations de la journée. Je me souvenais de mes divers états d'esprit, depuis le besoin de prier que j'avais éprouvé la nuit précédente, jusqu'à cette soirée stupidement passée à jouer aux cartes. Tous mes sentiments se révoltèrent, et je me rappelle avoir jeté au loin mon cigare avec un geste de destruction symbolique. Ma folie m'apparut sous un aspect monstrueusement exagéré. Il me semblait que j'avais trahi ma femme et l'humanité, et je me sentais plein de remords. Je décidai d'abandonner à ses breuvages et à sa gloutonnerie cet étrange et fantaisiste rêveur de grandes choses, et de pénétrer dans Londres. Là, me semblait-il, j'aurais de meilleures chances d'apprendre ce que faisaient les Martiens, et quel était le sort de mes semblables. Quand la lune tardive se leva, j'étais encore sur le toit. Et c'est la fin du chapitre 7, les amis. Je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. Nous passons à la pause, les amis. Putain de merde. On est déjà à 1 heure de live. Qu'est-ce que c'était long? Qu'est-ce que c'était intensif? J'espère que ça vous aura plu quand même. Mais c'est vrai que c'était très sportif là. Très très sportif. Et je suis assez essoufflé.
je pense pas que je sois dans les meilleures dispositions physiques pour faire un live de lecture optimal. Donc j'essaie de faire au mieux. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors oui, alcool avec modération, bien entendu. D'autant plus que je le rappelle, moi je bois du panaché, donc bon, le pourcentage d'alcool doit être infinitésimal. Et du coup, bonsoir Industrial, bienvenue sur le live. Mais ouais, c'était sympathique ces chapitres, mais je dois avouer que c'était pas non plus mes préférés à titre personnel. J'ai trouvé ça sympa, sans plus. Euh, voilà, on a continué à suivre. Alors non, non, absolument pas. Absolument pas, c'est vraiment pas mon bail pour le coup. Mais du coup, oui, ouais. Je sais pas, j'ai pas été embarqué par ce chapitre. J'ai pas été embarqué. J'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Le fait de retomber sur un personnage qu'on a déjà croisé, je sais pas, je trouve un peu ça facile quelque part. Euh, Enfin, je sais pas, je trouve pas ça. Enfin, c'est pas complètement incohérent, ça serait possible dans l'absolu, mais je trouve ça quand même à la limite de la cohérence en général. Euh, et puis après, ouais, le chapitre en lui-même raconte pas des choses qui m'ont vachement intéressé pour être franc. Les choses que j'ai bien appréciées, c'est comme dans les chapitres précédents, les comparaisons constantes de la de l'espèce humaine aux autres espèces d'animaux et le fait que bah on ne représente rien pour les aliens entre guillemets pour les martiens qui peuvent tout simplement nous balayer. Et du coup, je pense bonsoir The Crazy Cars. Je pense que ça vient de toi. Moi, j'ai pas de bug de mon côté. En tout cas, merci d'être passé, enfin de passer, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Mais ouais, moi j'ai pas de bug. Est-ce que vous avez des bugs les autres? N'hésitez pas à me dire. Mais je crois pas qu'il y ait de bug. Qu'est-ce que j'allais dire encore une fois? Je me perds. Pourquoi tu dis shaken, not stirred? Je sais pas comment on prononce ce mot d'Imal. J'ai pas la rêve de ta phrase d'Imal. Mais ouais, du coup, voilà, c'est cette comparaison de l'être humain. Enfin, que les martiens sont un petit peu pour les êtres humains ce que sont les êtres humains pour les animaux et les insectes et ainsi de suite. Ça, je trouve ça toujours hyper intéressant et toujours très bien amené, toujours très bien vu dans la manière dont c'est glissé dans les chapitres. Après, voilà, le délire aussi en soi est intéressant psychologiquement. Le problème, je pense, c'est que le chapitre fait plus de 25 pages et que je trouve qu'on aurait pu donner la même idée avec beaucoup moins de pages, en fait. C'est ça, je pense. Voilà. Euh, C'était intéressant les problématiques psychologiques du mec qui se dit ok, on va repeupler l'humanité, on n'a pas besoin des gens faibles et ainsi de suite et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, le narrateur qui se rend compte de ce qui est en train d'être dit et qui se rend compte aussi que il a une grande gueule, il parle beaucoup, il dit beaucoup qu'il va faire des choses, mais dans les faits, il fait pas tellement que ça. Donc ouais, ça c'est intéressant, on va dire la réaction face à presque l'apocalypse en soi. Comment les gens voient leur futur post-apocalypse. Donc voilà, ça c'est intéressant, mais je sais pas, c'est vraiment pas le chapitre qui m'a le plus embarqué, je dois être franc. Euh, Ouais, je suis désolé, mais je pense que pour le coup, bah, ce soir je suis bloqué en 720p automatique. Donc pour le coup, ce soir la qualité est vraiment balèze. Donc désolé que vous soyez condamné à la meilleure qualité. Mais ça, je n'y peux rien malheureusement, c'est complètement, comment dire, le fonctionnement de Twitch qui fait ça. Étant donné que je suis
comment on appelle ça? Affilié et non partenaire, ça doit être ça? Ouais, c'est ça, je crois. Vu que je suis affilié et non partenaire, et bien du coup, la bande passante ne m'est pas donnée en priorité. Du coup, s'il y a beaucoup de gens qui sont en train de live, ce qui doit être le cas, eh bien mon live ne sera disponible que dans une qualité, la meilleure. Donc voilà le pourquoi du comment. Vous avez peut-être un live un petit peu balèze en qualité et que c'est pas forcément simple à suivre pour vous, désolé. J'ai bien aimé le contenu philo du discours du perso, mais c'est un peu inattendu, nous dit l'écoute aux portes. Inattendu, le discours de l'artilleur ou du narrateur? Et en quoi inattendu? Moi, je trouve que c'est assez attendu en soi. Après, je sais pas, moi qui. Ouais, en fait, en ce moment, je suis en train de me relire. Je crois que j'en ai déjà parlé en plus, mais je suis en train de relire la série Walking Dead en comics. Et en fait, ces questions d'humanité post-apocalyptique, je trouve qu'elles sont vachement, vachement bien étudiées, on va dire, vachement bien mises en avant dans Walking Dead. Du coup, un peu les états d'âme que pourraient avoir des humains survivants et tout, sur comment on fait pour la suite. J'ai l'impression d'avoir un peu vu et tout vu, quoi. En fait, le rythme du récit est un peu décousu, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bah, je trouve vraiment que là, le fait que ça ait été un chapitre aussi long n'a pas forcément servi euh, le, le dialogue. Enfin voilà. C'est terrible comment je suis complètement dans les vapes, là, je galère de ouf. Au shaker, pas à la cuillère. Actualité cinématographique oblige. J'ai pas la ref cinématographique que tu donnes, a priori. Mais bon, bref. Ça casse le rythme d'un coup. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, voilà, je trouve que purement en... Là, pour le coup, on peut parler purement en style et en structure. En style et en structure, je trouve pas que c'était le chapitre le mieux construit, le plus efficace, le plus fluide et ainsi de suite, quoi. Clairement. Je réfléchis à combien de pages je vais vous lire pour la prochaine partie de lecture. 282, donc ça nous ferait 13 pages. Ok. Et ensuite, il y en a combien? Ah ouais, je peux faire ça. Bon bah je vais vous lire un chapitre. Je vais essayer d'enchaîner vite, mais je vais avoir besoin de pause. Je suis désolé parce que, encore une fois, il reste 3 chapitres qui forment à eux 3 30 pages. Et je peux pas faire 30 pages. Ça c'est clair et net. Donc voilà. Je suis désolé, il va y avoir encore une pause. Je vais encore faire une lecture relativement courte d'un chapitre seul. Mais ouais. J'ai vraiment besoin de respirer parce que là je viens à bout de souffle aujourd'hui. C'est assez terrible. Bref, on est reparti sur l'autre overlay. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez sur Twitch, que vous soyez dans l'ombre du chat également, chers amis, que vous soyez en rediffusion sur YouTube. Et je vous reprends d'ici quelques petites minutes pour une brève pause, la dernière de ce soir. À tout à l'heure. 8. Londres mort. Lorsque j'eus quitté l'artilleur, je descendis la colline, et suivant la grande rue, je traversai le pont qui mène à Lambeth. La végétation tumultueuse de l'herbe rouge le rendait alors impraticable, mais les tiges blanchissaient déjà par endroits, symptôme de la maladie qui se propageait et devait si rapidement détruire cette plante envahissante. Au coin de la rue, qui va vers la gare de Putney Bridge, je trouvai un homme étendu à terre. Il était encore vivant, mais tout couvert de poussière noire, sale comme un ramoneur, et de plus ivre à ne pouvoir ni se tenir ni parler. Je ne pus tirer de lui que des injures et des menaces, mais s'il n'avait pas eu une physionomie aussi brutale, je serais resté avec lui. Au long de la route, à partir du pont, il y avait partout une couche de poussière noire qui, dans Fulham, devenait fort épaisse. Une effrayante tranquillité régnait dans les rues. Dans une boulangerie, je trouvai du pain, suri, dur et moisi, mais encore mangeable. Du côté de Walham Green, la poussière noire avait disparu,
et je passai devant un groupe de maisons blanches qui brûlaient. Le crépitement des flammes me fut un réel soulagement, mais dans Brompton, les rues redevinrent silencieuses. Bientôt, la poussière noire tapissa de nouveau les rues, recouvrant les cadavres épars. J'en vis une douzaine en tout, au long de la grande rue de Fulham. Ils devaient être là depuis plusieurs jours, de sorte que je ne m'attardai pas auprès d'eux. La poussière noire qui les enveloppait adoucissait leurs contours, mais quelques-uns avaient été dérangés par les chiens. Dans tous les endroits que n'avait pas envahi la poussière noire, les boutiques closes, les maisons fermées, les jalousies baissées, l'abandon et le silence faisaient penser à un dimanche dans la cité. En certains lieux, les pillards avaient laissé des traces, mais rarement ailleurs qu'aux boutiques de victuailles et aux tavernes. Une vitrine de bijoutier avait été brisée, mais le voleur avait dû être dérangé, car quelques chaînes d'or et une montre étaient tombées sur le trottoir. Je ne pris pas la peine d'y toucher. Plus loin, une femme déguenillée était affalée sur un seuil. Une de ses mains qui pendait était toute tailladée. Le sang tachait ses haillons fangeux et une bouteille de champagne brisée avait fait une mare sur le trottoir. Elle paraissait dormir, mais elle était morte. Plus j'avançais vers l'intérieur de Londres, plus profond devenait le silence. Ce n'était pas tellement le silence de la mort que l'attente de choses prochaines et tenues en suspens. À tout instant, les destructeurs qui avaient déjà dévasté les banlieues nord-ouest de la métropole et anéanti Ealing et Kilburn pouvaient fondre sur ces maisons et les transformer en un monceau de ruines fumantes. C'était une cité condamnée et désertée. Dans les rues de South Kensington, je ne rencontrai ni cadavres ni poussière noire. Non loin de là, j'entendis pour la première fois une sorte de hurlement qui d'abord parvint d'une façon presque imperceptible à mes oreilles. On eût dit un sanglot alterné sur deux notes. Oula, 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 sans la moindre interruption. Quand je le passais devant les rues montant au nord, les deux lamentables notes croissaient de volume, puis les maisons et les édifices semblaient de nouveau les amortir et les intercepter. Au bas d'Exhibition Road, je les entendis dans toute leur ampleur. Je m'arrêtai, les yeux tournés vers Kensington Gardens, me demandant quelle pouvait bien être cette étrange et lointaine lamentation. On eût pu croire que ce désert immense d'édifices avait trouvé une voix pour exprimer sa désolation et sa solitude. « Oula, 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 oula » gémissait la voix surhumaine, en puissante vague sonore qui parcourait la large rue ensoleillée entre les hauts édifices. Surpris, je tournai à gauche, me dirigeant vers les grilles de fer de Hyde Park. Il me vint à l'idée de m'introduire dans le muséum d'histoire naturelle et de monter jusqu'au sommet des tours, d'où je pourrais voir ce qui se passait dans le parc. Mais je me décidai à ne pas quitter le sol, où il était possible de se cacher promptement, et je m'engageai dans Exhibition Road. Toutes les spacieuses maisons qui bordent cette large voie étaient vides et silencieuses, et l'écho de mes pas se répercutait de façade en façade. Au bout de la rue, près de la grille d'entrée du parc, un spectacle inattendu frappa mes regards, un omnibus renversé et un squelette de cheval absolument décharné. Je m'arrêtai un instant, surpris, puis je continuai jusqu'au pont de la Serpentine. La voix devenait de plus en plus forte, bien que je ne pusse voir, par-dessus les maisons, du côté nord du parc, autre chose qu'une brume enfumée. « Oula, 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 oula » pleurait la voix qui venait, me semblait-il, des environs de Regent's Park. Ce cri navrant agit bientôt sur mon esprit, et la surexcitation qui m'avait soutenu passa. Cette lamentation s'empara de tout mon être, et je me sentis absolument épuisé, les pieds endoloris, et de nouveau maintenant torturé par la faim et la soif. Il devait être plus de midi. Pourquoi errais-je seul dans cette cité morte? Pourquoi vivais-je seul quand tout Londres, enveloppé d'un noir suaire, était prêt à être inhumé? Ma solitude me parut intolérable. Des souvenirs me revinrent d'amis que j'avais oubliés depuis des années. Je pensai aux poisons que contenaient les boutiques des pharmaciens et aux liqueurs accumulées dans les caves des marchands. Je me rappelai les deux êtres de désespoir qui, autant que je le supposais, partageaient la ville avec moi. J'arrivai dans Oxford Street par Marble Arch. Là, de nouveau, je trouvai la poussière noire et des cadavres épars. De plus, une odeur mauvaise et de sinistre augure montait des soupiraux des caves de certaines maisons. Pendant cette longue course, la chaleur m'avait grandement altéré et, après beaucoup de peine, je réussis à m'introduire dans une taverne où je trouvai à boire et à manger. Lorsque j'eus mangé, je me sentis très las, et pénétrant dans un petit salon, derrière la salle commune, je m'étendis sur un sofa de moleskine et m'endormis. Lorsque je m'éveillai, la lugubre lamentation retentissait encore à mes oreilles.
La nuit tombée, et muni de quelques biscuits et de fromage, il y avait un garde-viande, mais il ne contenait plus que des vers. Je traversai les places silencieuses, bordées de beaux hôtels jusqu'à Baker Street, et je débouchai enfin dans Regent's Park. De l'extrémité de Baker Street, je vis par-dessus les arbres, dans la sérénité du couchant, le capuchon d'un géant martien, et de là semblait sortir cette lamentation. Je ne ressentis aucune terreur. Le voir là me paraissait la chose la plus simple du monde, et pendant un moment je l'observai sans qu'il fît le moindre mouvement. Rigide et froid, il hurlait sans que je pusse voir pour quelle cause. J'essayai de combiner un plan d'action. Ce bruit perpétuel « Oula, oula, oula » emplissait mon esprit de confusion. Peut-être étais-je trop là pour être vraiment effrayé. À coup sûr, j'éprouvais plutôt qu'une réelle peur, une grande curiosité de connaître la raison de ce cri monotone. Voulant contourner le parc, j'avançai au long de Park Road, sous l'abri des terrasses, et j'arrivai bientôt en vue du martien immobile et hurlant. Tout à coup, j'entendis un chœur d'aboiements furieux, et je vis bientôt accourir vers moi un chien qui avait à la gueule un morceau de viande en putréfaction et que poursuivait une bande de roquets affamés. Il fit un brusque écart pour m'éviter, comme s'il eût craint que je fusse un nouvel amateur. À mesure que les aboiements se perdaient dans la distance, j'entendis de rechef le long gémissement. À mi-chemin de la gare de St. John's Wood, je trouvai soudain les restes d'une machine à main. D'abord, je crus qu'une maison s'était écroulée en travers de la route, et ce ne fut qu'en escaladant les ruines que j'aperçus avec un sursaut le monstre mécanique, avec ses tentacules rompus, tordus, faussés, gisant au milieu des dégâts qu'il avait faits. L'avant-corps était fracassé, comme si la machine s'était heurtée en aveugle contre la maison, et qu'elle eût été écrasée par sa chute. Il me vint alors à l'idée que le mécanisme avait dû échapper au contrôle du martien qui l'habitait. Il y aurait eu quelque danger à grimper sur ces ruines pour l'examiner de près, et le crépuscule était déjà si avancé qu'il me fut difficile même de voir le siège de la machine tout barbouillé de sang, et des restes cartilagineux du martien que les chiens avaient abandonné. Plus surpris que jamais par tous ces spectacles, je continuai mon chemin vers Primrose Hill. Au loin, par une trouée entre les arbres, j'aperçus un second martien, debout et silencieux dans le parc, près des jardins zoologiques. Un peu au-delà des ruines de la machine à main, je tombai de nouveau au milieu de l'herbe rouge, et le canal n'était qu'une masse spongieuse de végétaux rouges sombres. Soudain, comme je traversais le pont, les lamentables oula 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 cessèrent, coupés, supprimés d'un seul geste pour ainsi dire, et le silence tomba comme un coup de tonnerre. Les hautes maisons autour de moi étaient imprécises et vagues. Les arbres du côté du parc s'obscurcissaient. Partout l'herbe rouge envahissait les ruines, se tordant et s'enchevêtrant pour me submerger. La nuit, mère de la peur et du mystère, m'enveloppait. Tant que j'avais entendu la voix lamentable, la solitude et la désolation avaient été tolérables. À cause d'elle, Londres avait paru vivre encore, et cette illusion de vie m'avait soutenu. Puis, tout à coup, un changement, le passage de je ne sais quoi et un silence, une mort qu'on pouvait toucher, et rien d'autre que cette paix mortelle. Toute la ville semblait me regarder avec des yeux de spectre. Les fenêtres des maisons blanches étaient des orbites vides dans des crânes, et mon imagination m'entourait de 1000 ennemis silencieux. La terreur, l'horreur de ma témérité s'emparèrent de moi. La rue qu'il me fallait suivre devint affreusement noire comme un flot de goudron, et j'aperçus au milieu du passage une forme contorsionnée. Je ne pus me résoudre à m'avancer plus loin. Je tournai par la rue de St. John's Wood, et à toutes jambes je m'enfuis vers Kilburn, loin de cette intolérable tranquillité. Je me cachai, pour échapper à l'obscurité et au silence, jusque bien longtemps après minuit, dans le kiosque d'une station de voitures de Harrow Road. Mais avant l'aube, mon courage me revint, et les étoiles scintillant encore au ciel, je repris le chemin de Regent's Park. Je me perdis dans la confusion des rues, mais j'aperçus bientôt, au bout d'une longue avenue, la pente de Primrose Hill. Au sommet de la colline, se dressant jusqu'aux étoiles qui pâlissaient, était un troisième martien, debout et immobile comme les autres. Une volonté insensée me poussait. Je voulais en finir, dussé-je y rester, et je voulais même m'épargner la peine de me tuer de ma propre main. Je m'avançai insouciant vers le titan. Comme j'approchais et que l'aube devenait plus claire, je vis une multitude de corbeaux qui s'attroupaient et volaient en cercles autour du capuchon de la machine. Cette vue, mon cœur bondit et je me mis à courir.
Je traversai précipitamment un fourré d'herbes rouges qui obstruait St. Edmund's Terrace, barboté jusqu'à mi-corps, dans un torrent qui s'échappait des réservoirs de distribution des eaux, et avant que le soleil ne se fût levé, je débouchai sur les pelouses. Au sommet de la colline, d'énormes tas de terre avaient été remués, formant une sorte de formidable redoute. C'était le dernier et le plus grand des camps qu'établirent les Martiens. De derrière ces retranchements, une mince colonne de fumée montait vers le ciel. Contre l'horizon, un chien avide passa et disparut. La pensée qui m'avait frappé devenait réelle, devenait croyable. Je ne ressentais aucune crainte, mais seulement une folle exultation qui me faisait frissonner, tandis que je gravissais en courant la colline vers le monstre immobile. Hors du capuchon pendaient des lambeaux bruns et flasques que les oiseaux carnassiers déchiraient à coups de bec. En un instant, j'eus escaladé le rempart de terre et, debout sur la crête, je pus voir l'intérieur de la redoute. C'était un vaste espace où gisaient en désordre des mécanismes gigantesques, des monceaux énormes de matériaux et des abris d'une étrange sorte. Puis épars, çà et là, quelques-uns dans leurs machines de guerre renversées ou dans les machines à main, rigides maintenant, et une douzaine d'autres silencieux, roides et alignés, étaient des Martiens, morts, tués par les bacilles des contagions et des putréfactions contre lesquelles leur système n'était pas préparé. Tués comme l'était l'herbe rouge, tués après l'échec de tous les moyens humains de défense par les infimes créatures que la divinité dans sa sagesse a placées sur la terre. Car tel était le résultat, comme j'aurais pu d'ailleurs, ainsi que bien d'autres le prévoir, si l'épouvante n'avait pas affolé nos esprits. Les germes des maladies ont, depuis le commencement des choses, prélevé leur tribut sur l'humanité, sur nos ancêtres préhistoriques, dès l'apparition de toute vie. Mais en vertu de la sélection naturelle, notre espèce a depuis lors développé sa force de résistance. Nous ne succombons à aucun de ces germes sans une longue lutte, et contre certains autres, ceux par exemple qui amènent la putréfaction des matières mortes, notre carcasse vivante jouit de l'immunité. Mais il n'y a pas dans la planète Mars la moindre bactérie, et dès que nos envahisseurs martiens arrivèrent, aussitôt qu'ils absorbèrent de la nourriture, nos alliés microscopiques se mirent à l'œuvre pour leur ruine. Quand je les avais vus et examinés, ils étaient déjà irrévocablement condamnés, mourant et se corrompant à mesure qu'ils s'agitaient. C'était inévitable. L'homme a payé, au prix de millions et de millions de morts, sa possession héréditaire du globe terrestre. Il lui appartient contre tous les intrus, et il serait encore à lui, même si les Martiens étaient 10 fois plus puissants. Car l'homme ne vit ni ne meurt en vain. Les Martiens, une cinquantaine en tout, étaient là, épars, dans l'immense fosse qu'ils avaient creusée, surpris par une mort qui dut leur sembler absolument incompréhensible. Moi-même alors, je n'en devinais pas la cause. Tout ce que je savais, c'est que ces êtres, qui avaient été vivants et si terribles pour les hommes, étaient morts. Un instant, je m'imaginais que la destruction de Sennachérib s'était reproduite. Dieu s'était repenti, et l'ange de la mort les avait frappés pendant la nuit. Je restai là debout, contemplant le gouffre. Soudain, le soleil levant enflamma le monde de ses rayons étincelants, et mon cœur bondit de joie. La fosse était encore obscure, les formidables engins d'une puissance et d'une complexité si grandes et si surprenantes, si peu terrestres par leurs formes tortueuses et bizarres, montaient, sinistres, étranges et vagues, hors des ténèbres, vers la lumière. J'entendais une multitude de chiens qui se battaient autour des cadavres, gisant dans l'ombre au fond de la cavité. Sur l'autre bord, plate, vaste et insolite, était la grande machine volante qu'ils expérimentaient dans notre atmosphère plus dense, quand la maladie et la mort les avaient arrêtés. Et cette mort ne venait pas trop tôt. Un croassement me fit lever la tête, et mes regards rencontrèrent l'immense machine de guerre qui ne combattrait plus jamais, et les lambeaux de chair rougeâtre qui pendaient des sièges des machines renversées sur le sommet de Primrose Hill. Me tournant vers le bas de la pente, j'aperçus, auréolés de vols de corbeaux, les 2 autres géants que j'avais vus la veille, et tels encore que la mort les avait surpris. Celui dont j'avais entendu les cris et les appels était mort. Peut-être fut-il le dernier à mourir, et son gémissement s'était continué sans interruption jusqu'à l'épuisement de la force qui activait sa machine. Maintenant, tripodes inoffensifs de métal brillant, ils étincelaient dans la gloire du soleil levant. Tout autour de cette fosse, sauvée comme par miracle d'une éternelle destruction, s'étendait la grande métropole. Ceux qui n'ont vu Londres que voilée de ces sombres brouillards fumeux peuvent difficilement s'imaginer la clarté et la beauté qu'avait son désert silencieux de maisons. Vers l'est, au-dessus des ruines noircies d'Albert Terrace et de la flèche rompue de l'église,
Le soleil scintillait, éblouissant dans un ciel clair, et ici et là quelques vitrages, dont l'immensité des toits reflétait les rayons avec une aveuglante intensité. Il inondait de clarté les quais et les immenses magasins circulaires de la gare de Chokeform. Les vastes espaces venaient auparavant de rails noirs et brillants, rouges maintenant de la rouille rapide de 15 jours de repos. Et il y avait sur tout cela quelque chose du mystère de la beauté. Au nord, vers l'horizon bleu, Kilburn et Hampstead s'étendaient avec leur multitude de maisons. À l'ouest, la grande cité était encore dans l'ombre, et vers le sud, au-delà des Martiens, les prés verts de Regent's Park, le Langham Hotel, le dôme de l'Albert Hall, l'Institut impérial, les maisons géantes de Brompton Road se détachaient avec précision dans le soleil levant, tandis que les ruines de Westminster surgissaient d'une légère brume. Plus loin encore s'élevaient les collines bleues du Surrey et les tours du palais de cristal étincelantes comme deux baguettes d'argent. La masse de St. Paul's faisait une tache sombre sur le ciel et sur le côté ouest du dôme. Je vis alors un immense trou béant. En contemplant cette vaste étendue de maisons, de magasins, d'églises silencieuses et abandonnées, en songeant aux espoirs et aux efforts infinis, aux multitudes innombrables de vies qu'il avait fallu pour édifier ce récif humain, à la soudaine et impitoyable destruction qui avait menacé tout cela, quand je compris nettement que la menace n'avait pas été accomplie, que de nouveau les hommes allaient parcourir ces rues et que cette vaste cité morte, qui m'était si chère, retrouverait sa vie et sa richesse, je ressentis une émotion telle que je me mis à pleurer. Le supplice avait pris fin. Dès ce jour même, la guérison allait commencer. Tout ce qu'il survivait de gens dans les provinces, sans direction, sans loi, sans vivre, comme des troupeaux sans berger, et ceux qui avaient fui par mer allaient revenir. La vie, de plus en plus puissante et active, animerait encore les rues vides et se répandrait dans les squares déserts. Quoi qu'ait pu faire la destruction, la main du destructeur s'était arrêtée. Tous les décombres géants, les squelettes noircis des maisons, qui paraissaient si lugubres par-delà les flancs gazonnés et ensoleillés de la colline, retentiraient bientôt du bruit des marteaux et des truelles. À cette idée, j'étendis les mains vers le ciel en un élan de gratitude pour la divinité. Dans un an, pensai-je, dans un an. Puis, avec une force irrésistible, mes pensées revinrent vers moi, vers ma femme, vers l'ancienne existence d'espoir et de tendresse qui avait cessé pour toujours. Et c'est la fin du chapitre 8, les amis. On se marque une très courte pause, très courte pause, puisque il ne nous reste plus que le chapitre 9 et 10, qui sont, vous l'aurez compris après la lecture de ce chapitre, une sorte d'épilogue, puisque voilà, en somme, on peut dire que le climax est un peu passé avec ce chapitre. Merci Crazy Cars et Dimal pour les compliments pendant la lecture, c'est gentil. Et du coup, merci Mopito d'être passé faire un petit coucou, ça fait plaisir. Ouais, du coup, c'est vrai que là, on arrive sur la fin. On est un peu arrivé au climax de l'histoire. Et à la fois, je me demande vraiment, les deux chapitres, comment ils vont conclure, les deux chapitres qu'il nous reste encore à lire. Comment vont-ils conclure? Parce que je trouve que le climax est arrivé un peu de manière abrupte, et un peu de manière étrange. Alors on peut se dire que c'est normal parce que, comment dire, le narrateur est resté enterré, entre guillemets, pendant plusieurs semaines, c'était ça, hein, je crois. Donc forcément, on peut se dire que voilà, ça a eu le temps d'évoluer, mais nous, on n'a pas vu cette évolution. Et j'ai l'impression que ça tombe un peu comme ça d'un seul coup. Et en même temps, on aurait pu peut-être commencer à le deviner par l'indice qui nous était donné avec l'herbe rouge qui pourrissait. Donc c'est vrai que ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. Et j'ai envie de dire même, encore une fois, comme le narrateur, que si on avait réfléchi de manière purement scientifique, on aurait pu s'en douter. Alors, le narrateur qui dit qu'il n'y a aucune bactérie sur Mars, si, je pense qu'aujourd'hui, on serait plutôt tenté de dire qu'il y a des bactéries sur Mars, mais plutôt qui ne sont pas peut-être forcément les mêmes que chez nous, je sais pas. J'ai peur de dire de la merde parce que je m'y connais pas assez bien là-dedans.
Mais bon, bref, en tout cas, je pense que la problématique serait un petit peu adaptée à nos connaissances contemporaines, mais que dans les résultats, elle serait la même. C'est-à-dire que de la même manière que... Enfin, moi, ça me fait penser à ça directement, de la même manière que, par exemple, les Espagnols, j'espère pas dire de la merde, parce qu'en histoire, je connais des choses, mais à chaque fois que je dis quelque chose, j'ai l'impression de dire de la grosse chiasse. Donc oui, de la même manière que les Espagnols, eh bien, ont amené pas mal de maladies au peuple d'Amérique. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui m'a fait penser à ça, et c'est vrai qu'on aurait pu penser à cette solution assez facilement en fait. Et du coup, je trouve ça hyper logique, et en même temps, je trouve ça encore une fois hyper étonnant que ça en vient à finir comme ça. Euh, on n'est pas sur une fin héroïque, on n'est pas sur une fin héroïque, grandiloquente, etc. On est juste sur la nature et la terre-mère en quelque sorte, euh, qui arrive à, bah, au final, à protéger son écosystème d'une intrusion. C'est un peu ça au final. Donc au final, encore une fois, l'homme n'est pas un élément capital de l'équation, comme ça a été le cas pendant tout ce roman. Encore une fois, l'homme n'est là que en tant que témoin de tout ça finalement. Et ouais, ne fait que constater. Donc c'est vachement intéressant, je trouve, de voir que l'histoire n'est pas du tout résolue par l'homme en fait. Le roman n'a pas, ouais, n'a pas ce truc-là de, de complétion en quelque sorte, d'arriver à la fin en se disant on a trouvé une solution, on a réglé les choses, etc. Non, c'est vraiment le hasard fait que on s'en sort bien quoi. Et ça j'aime assez bien. Je trouve que c'est assez rare comme fin. J'ai jamais entendu trop une fin de ce style. Là comme ça j'ai pas de fin qui me font penser à ça. Je trouve ça assez cool, mais assez étrange à la fois. Ouais, c'est assez singulier, mais j'aime bien. Et du coup, je me demande encore plus dans l'adaptation au cinéma, enfin dans les adaptations, je me demande encore plus comment ils ont amené le truc, quoi, parce que je trouve que ça fait vraiment pas spectaculaire pour un film pour le coup. Ça fait complètement compréhensible, mais ça fait pas du tout spectaculaire que ça soit pas l'être humain qui a réussi à vaincre. Il n'y a pas ce côté héroïque, il n'y a pas ce côté yes, on a réussi, on s'est retroussé les manches et on a changé le destin. Non, il n'y a pas un truc comme ça, il y a vraiment un truc où on est secondaire, où on est soumis complètement aux événements. Je suis vachement curieux du coup. Ouais, on est d'accord, dit Malin, on est d'accord. Je pense que on fait vachement ce rapprochement là quand même. Je ne sais pas si c'est une critique ou un constat d'ailleurs de ce genre d'événement, de l'histoire que fait Wells de manière déguisée. J'en sais rien. Mais ouais, ça fait vachement penser à ce genre d'histoire. Bien, vraiment ce soir, j'ai l'impression de over-galérer sur l'animation de ce live. Et même sur la lecture, c'est pour ça, vous êtes bien gentils, Dimal et Crazy Cars. Merci beaucoup de votre indulgence. Mais moi, j'ai pas l'impression de faire une lecture de grande qualité ce soir, ni une animation. J'ai l'impression d'avoir un peu de difficulté. Donc, ce que je vous propose tout de suite, plutôt que je continue à parler et que du coup, je me trouve pas bon, eh bien, autant continuer. J'ai changé le titre du live. Et on va pouvoir passer sans plus attendre sur le chapitre 9 et 10 qui clôtureront, on peut dire les deux je crois, cette œuvre. Et on est reparti pour à peu près le même nombre de pages. Allez, dans les films ils ont gardé cette idée d'infection bactériologique, à ne pas confondre avec Independence Day. Pourquoi pas confondre avec Independence Day? Independence Day, pareil, je crois que je l'ai jamais vu. J'ai pas une grosse culture cinéma, je dois être franc. Allez, je me lance parce que je sens que ma voix est pas folle ce soir. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que je sens que je manque de voix un peu ce soir. Par exemple, pour faire la voix rauque
de l'artilleur, j'avais pas trop de réserve pour faire du rock. Bref. On est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Je sais pas qui est encore là, donc bonne écoute générale sur Twitch, bonne écoute aussi à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. C'est la dernière phase de lecture sur cette œuvre. À dans quelques minutes pour l'outro. « 9. Le désastre. Voici maintenant la chose la plus étrange de mon récit, bien qu'elle ne soit pas sans doute absolument surprenante. Je me rappelle clairement, froidement, vivement, tout ce que je fis ce jour-là, jusqu'au moment où j'étais debout au sommet de Primrose Hill, pleurant et remerciant Dieu. Après cela, je ne sais plus rien. Des 3 jours qui suivirent, il ne me reste le moindre souvenir. Depuis lors, j'ai appris que, bien loin d'avoir été le premier à découvrir la destruction des Martiens, plusieurs autres vagabonds, errants comme moi, avaient déjà fait cette découverte la nuit précédente. Un homme, le premier, avait été à Saint-Martin-le-Grand, et tandis que j'étais caché dans le kiosque de la station de Cabs, il avait trouvé le moyen de télégraphier à Paris. De là, la joyeuse nouvelle avait parcouru le monde entier. 1000 cités, effarées par d'horribles appréhensions, s'étaient livrées au milieu d'illuminations folles à des manifestations frénétiques. On savait la chose à Dublin, à Édimbourg, à Manchester, à Birmingham, pendant que j'étais au bord du talus à examiner la fosse. Déjà des hommes pleurant de joie chantaient, interrompant leur travail pour se serrer les mains et pousser des vivas, formaient des trains qui redescendaient vers Londres. Les cloches, qui s'étaient tues depuis une quinzaine, proclamèrent tout à coup la nouvelle et ce ne fut dans toute l'Angleterre qu'un seul carillon. Des hommes à bicyclette, maigres et débraillés, s'essoufflaient sur toutes les routes, criant partout la délivrance inattendue aux gens désemparés, rôdant à l'aventure, la face décharnée et les yeux effarés. Et les vivres. Par la Manche, par la mer d'Islande, par l'Atlantique, le blé, le pain, la viande accouraient à notre aide. Tous les vaisseaux du monde semblaient alors se diriger vers Londres. Mais de tout cela, je n'ai gardé le moindre souvenir. Géré par la ville, en proie à un accès de démence, et revenant à la raison, je me trouvai chez les braves gens qui m'avaient recueilli, alors que depuis 3 jours je vagabondais, pleurant de rage à travers les rues de St. John's Wood. Ils me racontèrent par la suite que je chantais une sorte de complainte, des phrases incohérentes, telles que « Le dernier homme vivant! Hurrah! Le dernier homme en vie !» Préoccupés comme ils devaient l'être de leurs propres affaires, ces gens, dont je ne saurais même donner ici le nom, malgré mon vif désir de leur exprimer ma reconnaissance, ces gens s'encombrèrent néanmoins de moi, me donnèrent asile et me protégèrent contre ma propre fureur. Apparemment, j'avais dû, pendant ce laps de temps, leur conter des bribes de mon histoire. Quand mon égarement eut cessé, ils m'annoncèrent avec beaucoup de ménagement ce qu'ils avaient appris du sort de Leatherhead. 2 jours après mon emprisonnement, la ville, avec tous ses habitants, avait été détruite par un Martien qui l'avait saccagée de fond en comble, semblait-il, sans aucune provocation, comme un gamin bouleverserait une fourmilière pour le simple caprice de faire étalage de sa force. Je me trouvais sans famille et sans foyer, et ils furent très bons pour moi. J'étais seul et triste, et ils me supportèrent avec indulgence. Je passai avec eux les 4 jours qui suivirent ma guérison. Pendant tout ce temps, je sentis un désir inexplicable et de plus en plus vif de revoir, une fois encore, ce qui restait de ma petite existence passée, qui avait paru si brillante et si heureuse. C'était un désir sans espoir, un besoin de me repaître de ma misère. Ils firent tout ce qu'ils purent pour me dissuader et me distraire de cette pensée morbide. Mais bientôt je ne pus résister plus longtemps à cette impulsion, leur promettant de revenir fidèlement et, je l'avoue, me séparant de ces amis de 4 jours avec des larmes dans les yeux. Je m'aventurai de rechef par les rues qui récemment avaient été si sombres, si insolites, si vides. Déjà, elles étaient emplies de gens qui revenaient. À certains endroits même, des boutiques étaient ouvertes, et j'aperçus une fontaine Wallace où coulait un filet d'eau. Je me souviens combien ironiquement brillant semblait le jour, au moment où j'entreprenais ce mélancolique pèlerinage à la petite maison de Woking, combien étaient affairées les rues, et vivante l'animation qui m'entourait. Partout les gens, innombrables, étaient dehors, empressés à 1000 occupations, et l'on ne pouvait croire qu'une grande partie de la population avait été massacrée. Mais je remarquai alors combien les faces des gens que je rencontrais étaient jaunes, combien longs et hérissés les cheveux des hommes, combien grands et brillants leurs yeux, tandis que la plupart étaient encore revêtus de leurs habits en haillons. Sur les figures, on ne voyait que 2 expressions. Une joie,
et une énergie exultante, ou une farouche résolution. À part l'expression des visages, Londres semblait une ville de mendiants et de cheminots. En grande confusion, on distribuait partout le pain qu'on nous avait envoyé de France. Les rares chevaux qu'on rencontrait avaient les côtes horriblement apparentes. Des agents spécialement engagés, l'air hagard, un insigne blanc au bras, se tenaient au coin des rues. Je ne vis pas grand-chose des méfaits des Martiens avant d'arriver à Wellington Street, où l'herbe rouge grimpait par-dessus les piles et les arches du pont de Waterloo. Au coin du pont, je rencontrai un des contrastes baroques habituels en ces occasions. Un grand papier, fixé à une tige, s'étalait contre un fourré d'herbe rouge. C'était une affiche du premier journal qui ait repris sa publication. J'en payai un exemplaire avec un shilling tout noirci que je retrouvai dans une poche. La plus grande partie du journal était en blanc, mais le compositeur s'était amusé à remplir la dernière page avec une collection d'annonces fantaisistes. Le reste était une suite d'impressions et d'émotions personnelles rédigées à la hâte. Le service des nouvelles n'était pas encore réorganisé. Je n'appris rien de nouveau, sinon qu'en une seule semaine, l'examen des mécanismes martiens avait donné des résultats surprenants. Parmi d'autres choses, on affirmait, ce que je ne puis croire encore, qu'on avait découvert le secret de voler. À la gare de Waterloo, je trouvais des trains qui ramenaient gratis les gens chez eux. Le premier flot s'étant déjà écoulé, il n'y avait heureusement que peu de voyageurs dans le train et je ne me sentais guère disposé à soutenir une conversation occasionnelle. Je m'installai seul, dans un compartiment, et les bras croisés, je contemplais, par la portière ouverte, le lamentable spectacle de toute cette dévastation ensoleillée. Au sortir de la gare, le train cahota sur une voie temporaire. De chaque côté, les maisons n'étaient que des ruines noircies. À l'embranchement de Clapham, Londres apparut tout barbouillé par la poussière de la fumée noire, malgré les 2 derniers jours d'orage et de pluie. Là aussi, une partie de la voie avait été détruite, et des centaines d'ouvriers, commis sans emploi et gens de magasin, travaillaient à côté des terrassiers ordinaires et nous fûmes encore cahotés sur une voie provisoire, hâtivement établie. Tout au long de la ligne, l'aspect de la contrée était désolé et bouleversé. Wimbledon avait particulièrement souffert. Walton, grâce à ses bois de sapin qui n'avaient pas été incendiés, parut être la localité la moins endommagée. La Vandel, la Molle, tous les cours d'eau n'étaient que des masses enchevêtrées d'herbes rouges. Les forêts de pins du Surrey étaient des endroits trop secs pour que ces végétations les envahissent. Près la gare de Wimbledon, on voyait des fenêtres du train, dans des pépinières, les masses de terre remuées par la chute du 6e cylindre. Un certain nombre de gens se promenaient là, et des troupes du génie travaillaient alentour. Un pavillon anglais flottait joyeusement à la brise du matin. Les pépinières étaient partout envahies par les végétations écarlates, une immense étendue aux teintes livides, coupée d'ombres pourpres et très pénibles à l'œil. Le regard, avec un infini soulagement, se portait des grès roussâtres et des rouges lugubres du premier plan, vers la douceur verte et bleue des collines de l'Est. À Woking, la ligne était encore en réparation. Je dus descendre à Byfleet et prendre la route de Maybury, en passant par l'endroit où l'artilleur et moi avions causé aux hussards, et par la lande où un martien m'était apparu pendant l'orage. Là, poussé par la curiosité, je fis un détour pour chercher dans un fouillis d'herbes rouges le dog-cart renversé et brisé, les os blanchis du cheval, épars et rongés. Je demeurai là un instant à examiner ces vestiges. Puis je repris mon chemin à travers le bois de sapin, en certains endroits enfoncés jusqu'au cou dans l'herbe rouge. Le cadavre de l'hôtelier du chien tigré n'était plus à la place où je l'avais vu, et je pensais qu'il avait déjà dû être enterré. Je reviens ainsi chez moi, en passant par College Arms. Un homme, debout contre la porte ouverte d'un cottage, me salua par mon nom, quand je passai devant lui. Avec un éclair d'espoir qui se dissipa immédiatement, je regardai ma maison. La porte avait été forcée. Elle ne tenait plus fermée, et au moment où j'approchai, elle s'ouvrit lentement. Elle se referma soudain en claquant. Les rideaux de mon cabinet flottaient au courant d'air de la fenêtre ouverte, la fenêtre de laquelle l'artilleur et moi avions guetté l'aurore. Depuis lors, personne ne l'avait fermée. Les bouquets d'arbustes écrasés étaient encore tels que je les avais laissés 4 semaines auparavant. Je trébuchai dans le vestibule et la maison sonna le vide. L'escalier était taché et sale à l'endroit où, trempé jusqu'aux os par l'orage, je m'étais laissé tomber la nuit de la catastrophe. En montant, je trouvai les traces boueuses de nos pas. Je les suivis jusqu'à mon cabinet. Là, sous la sélénite qui me servait de presse-papier, étaient encore les feuilles du manuscrit que j'avais laissé interrompu, l'après-midi où le cylindre s'ouvrit. Je parcourus ma dissertation inachevée.
C'était un article sur le développement des idées morales et les progrès de la civilisation. La dernière phrase commençait prophétiquement ainsi. Nous pouvons espérer que dans 200 ans. Brusquement, mon travail en restait là. Je me rappelais l'incapacité où je m'étais trouvé de fixer mon esprit, ce matin d'il y avait à peine un mois, et avec quel plaisir je m'étais interrompu pour aller recevoir la Daily Chronicle des mains du petit porteur de journaux. Je me souviens que j'étais allé au-devant de lui, jusqu'à la grille du jardin, et que j'avais écouté avec une surprise incrédule son étrange histoire des hommes tombés de Mars. Je redescendis dans la salle à manger. J'y retrouvai, tel que l'artilleur et moi les avions laissés, le gigot et le pain en fort mauvais état et une bouteille de bière renversée. Mon foyer était désolé. Je compris combien était fou le faible espoir que j'avais si longtemps caressé. Alors, quelque chose d'étrange se produisit. C'est inutile, disait une voix. La maison est vide, depuis plus de 10 jours sans doute. Ne restez pas là à vous torturer. Vous seul avez échappé. J'étais frappé de stupeur. Avais-je pensé tout haut? Je me retournai. Derrière moi, la porte-fenêtre était restée ouverte, et m'approchant, je regardais au dehors. Là, stupéfait et effrayé, autant que je l'étais moi-même, je vis mon cousin et ma femme livide et les yeux sans larmes. Elle poussa un cri étouffé. « Je suis venue, dit-elle. Je savais bien. » Elle porta la main à sa gorge et chancela. Je fis un pas en avant et la reçus dans mes bras. « 10. Épilogue. En terminant mon récit, je regrette de n'avoir pu contribuer qu'en une si faible mesure à jeter quelque clarté sur maintes questions controversées et qu'on discute encore. Sous un certain rapport, j'encourrai certainement des critiques, mais mon domaine particulier est la philosophie spéculative, et mes connaissances en physiologie comparée se bornent à un ou deux manuels. Cependant, il me semble que les hypothèses de Carter, pour expliquer la mort rapide des Martiens, sont si probables qu'on peut les considérer comme une conclusion démontrée, et je me suis rangé à cette opinion dans le cours de mon récit. Quoi qu'il en soit, on ne retrouva dans les cadavres martiens qui furent examinés après la guerre aucun bacille autre que ceux connus déjà comme appartenant à des espèces terrestres. Le fait qu'ils n'enterraient pas leurs morts, et les massacres qu'ils perpétrèrent avec tant d'indifférence, prouvent qu'ils ignoraient entièrement les dangers de la putréfaction. Mais, si concluant que cela soit, ce n'est en aucune façon un argument irréfutable et catégorique. La composition de la fumée noire que les Martiens employèrent avec des effets si meurtriers est encore inconnue, et le générateur du rayon ardent demeure un mystère. Les terribles catastrophes qui se produisirent pendant des recherches au laboratoire d'Ealing et de South Kensington ont découragé les chimistes qui n'osent se livrer à de plus amples investigations. L'analyse spectrale de la poussière noire indique, sans possibilité d'erreur, la présence d'un élément inconnu qui forme dans le verre du spectre un groupe brillant de 3 lignes. Il se peut que cet élément se combine avec l'argon pour former un composé qui aurait un effet immédiat et mortel sur quelques parties constitutives du sang. Mais des spéculations aussi empiriques n'intéressent guère l'ordinaire lecteur auquel s'adresse ce récit. On n'avait naturellement pas pu examiner l'écume brunâtre qui descendit la Tamise après la destruction de Shepperton, et on n'aura plus l'occasion de le faire. J'ai déjà donné les résultats de l'examen anatomique des Martiens, autant qu'un tel examen était possible sur les restes laissés par les chiens errants. Tout le monde a pu voir le magnifique spécimen, presque complet, qui est conservé dans l'alcool au Muséum d'histoire naturelle, ou les innombrables dessins et reproductions qui en furent faits. Mais en dehors de cela, l'intérêt qu'offrent leur physiologie et leur structure demeure purement scientifique. Une question, d'un intérêt plus grave et plus universel, est la possibilité d'une nouvelle attaque des Martiens. Je suis d'avis que l'on n'a pas accordé suffisamment d'attention à cet aspect du problème. À présent, la planète Mars est en conjonction, mais pour moi, à chaque retour de son opposition, je m'attends à une nouvelle tentative. En tout cas, nous devrons être prêts. Il me semble qu'il serait possible de déterminer exactement la position du canon avec lequel ils nous envoient leurs projectiles, d'établir une surveillance continuelle de cette partie de la planète et d'être avertis de leur prochaine invasion. On pourrait alors détruire le cylindre avec de la dynamite ou d'autres explosifs, avant qu'il ne soit suffisamment refroidi pour permettre aux Martiens d'en sortir. Ou bien, on pourrait les massacrer à coups de canon, dès que le couvercle serait dévissé. Il me paraît que, par l'échec de leur première surprise, ils ont perdu un avantage énorme, et peut-être aussi voient-ils la chose sous le même jour. Lessing a donné d'excellentes raisons de supposer que les Martiens ont effectivement réussi à faire une descente sur la planète Vénus. Il y a 7 mois,
Vénus et Mars étaient sur une même ligne avec le Soleil. C'est-à-dire que, pour un observateur placé sur la planète Vénus, Mars se trouvait en opposition. Peu après, une trace particulièrement sinueuse et lumineuse apparut sur l'hémisphère obscur de Vénus, et presque simultanément, une trace faible et sombre d'une similaire sinuosité fut découverte sur une photographie du disque martien. Il faut voir les dessins qu'on a faits de ces signes pour apprécier pleinement leur caractère remarquablement identique. En tout cas, que nous attendions ou non une nouvelle invasion, ces événements nous obligent à modifier grandement nos vues sur l'avenir des destinées humaines. Nous avons appris maintenant à ne plus considérer notre planète comme une demeure sûre et inviolable pour l'homme. Jamais nous ne serons en mesure de prévoir quels biens ou quels maux invisibles peuvent nous venir tout à coup de l'espace. Il est possible que, dans le plan général de l'univers, cette invasion ne soit pas pour l'homme sans utilité finale. Elle nous a enlevé cette sereine confiance en l'avenir, qui est la plus féconde source de la décadence. Elle a fait à la science humaine des dons inestimables, et contribué dans une large mesure à avancer la conception du bien-être pour tous, dans l'humanité. Il se peut qu'à travers l'immensité de l'espace, les Martiens aient suivi le destin de leurs pionniers, et que, profitant de la leçon, ils aient trouvé dans la planète Vénus une colonie plus sûre. Quoi qu'il en soit, pendant bien des années encore, on continuera de surveiller sans relâche le disque de Mars, et ces traits enflammés du ciel, les étoiles filantes en tombant, apporteront à tous les hommes une inéluctable appréhension. Il serait difficile d'exagérer le merveilleux développement de la pensée humaine qui fut le résultat de ces événements. Avant la chute du premier cylindre, il régnait une conviction générale qu'à travers les abîmes de l'espace aucune vie n'existait, sauf à la chétive surface de notre minuscule sphère. Maintenant nous voyons plus loin. Si les Martiens ont pu atteindre Vénus, rien n'empêche de supposer que la chose soit possible aussi pour les hommes. Quand le lent refroidissement du soleil aura rendu cette terre inhabitable, comme cela arrivera, il se peut que la vie qui a commencé ici-bas aille se continuer sur la planète sœur. Aurons-nous à la conquérir? Obscure et prodigieuse est la vision que j'évoque de la vie, s'étendant lentement de cette petite serre chaude du système solaire à travers l'immensité vide de l'espace sidéral. Mais c'est un rêve lointain. Il se peut aussi d'ailleurs que la destruction des Martiens ne soit qu'un court répit. Peut-être est-ce à eux et nullement à nous que l'avenir est destiné. Il me faut avouer que la détresse et les dangers de ces moments ont laissé dans mon esprit une constante impression de doute et d'insécurité. J'écris dans mon bureau, à la clarté de la lampe, et soudain je revois la vallée qui s'étend sous mes fenêtres, incendiée et dévastée. Je sens la maison autour de moi vide et désolée. Je me promène sur la route de Byfleet, et je croise toutes sortes de véhicules, une voiture de boucher, un landau de gens en visite, un ouvrier à bicyclette, des enfants s'en allant à l'école. Et soudain tout cela devient vague et irréel, et je crois encore fuir avec l'artilleur à travers le silence menaçant et l'air brûlant. La nuit, je revois la poussière noire obscurcissant les rues silencieuses, et sous ce linceul des cadavres grimaçants. Ils se dressent devant moi, en haillons et à demi dévorés par les chiens. Ils m'invectivent, et deviennent peu à peu furieux, plus pâles et plus affreux, et se transforment enfin en affolante contorsion d'humanité. Puis je m'éveille, glacé et bouleversé, dans les ténèbres de la nuit. Je vais à Londres, je me mêle aux foules affairées de Fleet Street et du Strand, et ces gens semblent être les fantômes du passé, hantant les rues que j'ai vues silencieuses et désolées, allant et venant, ombre dans une ville morte, caricature de vie dans un corps pétrifié. Il me semble étrange aussi de grimper, ce que je fis la veille du jour où j'écrivis ce dernier chapitre, au sommet de Primrose Hill, pour voir la concentration de maisons vagues et bleuâtres, à travers un voile de fumée et de brume, disparaissant au loin dans le ciel bas et sombre, de voir les gens se promener dans les allées bordées de fleurs au flanc de la colline, d'observer les curieux venant voir la machine martienne qu'on a laissée là encore, d'entendre le tapage des enfants qui jouent et de me rappeler que je vis tout cela, ensoleillé et clair, triste et silencieux, à l'aube de ce dernier grand jour. Et le plus étrange de tout, encore, est de penser, tandis que j'ai dans la mienne sa main mignonne, que ma femme m'a compté, et que je l'ai comptée elle aussi, parmi les morts. Et c'est la fin du chapitre 10, épilogue. C'est donc la fin du livre second, et la fin, tout simplement, du roman La guerre des mondes d'Herbert George Wells. Nous allons donc pouvoir passer à l'outro de ce live, les amis, à la fin de ce live,
Mince, j'ai loupé ma phrase de transition pour YouTube. Je vais refaire. Nous passons à l'outro. Dans Independence Day, ce sont les humains qui, avec leur technologie, viennent à bout des envahisseurs. Ok. Ok, ok. Et du coup, bah, c'était pas mal cette fin, je trouve. Assez intéressant là. De nouveau parce que il y a peut-être quelque chose de plus global. Je sais pas. Je sais pas, en fait, le personnel du personnage narrateur m'intéresse aussi, mais je sais pas, là, il y a des considérations peut-être plus d'ordre plutôt moral, ou peut-être pas moral, mais psychologique, philosophique, slash, euh, bah, en fait, des notions existentielles, quoi, sur comment se comporte l'humanité euh, et comment elle devrait se comporter dans le futur. Donc tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Toutes les questions que ça soulève, je trouve que c'est hyper intéressant. Le fait que il y ait l'histoire d'amour qui soit un peu greffée comme ça, je sais pas trop si j'aime ou pas. Parce que je trouve que ça fait vraiment genre, allez, je rajoute la phrase sur ma femme à la toute fin. Allez, ma femme, elle me retrouve à la toute fin chez moi. Je trouve que ça fait un peu trop. Je sais pas. J'aurais peut-être tendance à dire que ça fait un peu trop. Et pourtant, je trouve ça pas mal parce que dans l'œuvre, globalement, il n'y a pas tellement d'histoire d'amour ou de romantisme. Enfin, c'est pas hyper marqué, quoi. C'est assez effacé. Du coup, je sais pas dire si c'est parce que Wells ne sait pas écrire les histoires d'amour ou si c'est parce que tout simplement c'est une volonté de sa part de laisser ça comme ça. Et si c'est une volonté de laisser ça comme ça, je trouve ça pas mal en cela que on peut le prendre d'une manière spécifique qui serait que après tout, malgré tout, après toutes ces questions, toutes ces crises existentielles, eh bien, ce qui compte, c'est les relations humaines. Et donc, pour lui, ce qui compte, c'est sa femme et sa relation avec sa femme. Et ça, c'est un truc qui me plaît assez. Donc, je sais pas. Je sais pas jusqu'à où j'interprète ou je n'interprète pas. Mais voilà, c'est sympa globalement. Euh, Il y a des passages, je dirais, un peu irréguliers. Il y a des passages que j'ai trouvé vraiment proches d'ennuyeux, pour être franc. Là, je parle de l'œuvre complète pour le coup. Il y a des passages que j'ai trouvé proches d'ennuyeux. Il y a des passages que j'ai trouvé vraiment géniaux. Euh, Ouais, là, il y a quelque chose de touchant. En plus, on n'a pas été trop dans l'émotion dans cette œuvre. Là, sur la fin, on a été un peu dans l'émotion. Je sais pas. En fait, ça dépend des fois. Il y a des fois où je trouve ça intéressant, des fois non. Et j'ai vraiment du mal à définir pourquoi. Parce que je pensais que c'était selon qu'il y ait un énorme scope sur l'humanité globale. Ou, au contraire, resserré sur le narrateur. Et que ça devienne plus personnel. Mais en fait, je pense que c'est le jeu de l'un à l'autre que j'apprécie. Parce que ça permet des comparaisons et parce que ça permet justement comment dire, hmm, le cheminement mental de l'homme. Je sais pas trop comment dire la chose, mais ça permet de voir d'imager la réflexion et de voir comment elle se développe en partant soit du global vers le particulier, soit du particulier vers le global. Et je sais pas, ça, je pense que j'aime bien. C'est assez c'est assez difficile à définir ce que j'aime particulièrement ou non là-dedans, mais ouais, il y a quelque chose là-dedans, je le sens. Bref, globalement, c'est vraiment pas mal. Je vais pas le noter ou voilà, mais je me demande dans quelques semaines, dans quelques mois, quand je vais le classer dans ma tier list de l'année, ce que j'en aurais pensé au final. Franchement, je trouve que c'était une lecture très sympa et je suis très heureux de l'avoir découvert. Herbert George Wells, que ce soit L'Homme Invisible, aussi disponible sur ma chaîne YouTube si vous le désirez, ou La Guerre des Mondes, j'ai trouvé ça vachement sympathique. Je trouve pas que la force de l'auteur, ça soit son style. Par contre, les idées et les structures sont sympas. Donc, ouais. Non, c'est vraiment bien.
Et je comprends complètement en quoi c'est le livre qui est jugé comme étant la pierre angulaire de la science-fiction, voire le créateur de la science-fiction. Enfin voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont réminiscentes de ce qui a été fait par la suite, quoi. C'est très moderne quand on pense que ça a été écrit il y a un siècle. Ah bah c'est même, parce que tu dis 70-80 ans, mal, c'est même plus que ça, c'est vraiment un siècle pour le coup. Puisque ça a été publié en 1898. Donc ouais, ça fait 120 ans. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. J'ai loupé la fin. Aïe, je vais réécouter. Ah bah, la rediffusion sera disponible sur YouTube dans 2 jours comme d'habitude. Quoique, quoique, je mets des petits bémols, puisque vous le savez, il y a eu un hack de Twitch et ainsi de suite, bref. Ce qui fait que mon YouTube et mon Twitch ne sont plus linkés non plus, comme Twitch et Discord par exemple. Ce qui fait que j'ai essayé de les relinker et que ça ne fonctionne pas, donc je vais réessayer. Je demanderai peut-être de l'aide au support de Twitch, mais en même temps je pense qu'ils sont bien débordés en ce moment, donc je ne sais pas si j'aurai une réponse rapide. Mais voilà, ce qui fait que je ne peux plus dire à Twitch, pardon, mets les VOD sur YouTube et je me charge de rien et j'ai plus qu'à faire la description et ainsi de suite ensuite, quoi. Non, je dois les télécharger sur mon PC, puis les télécharger sur YouTube. Bref, sachant que j'ai pas une co non plus, bah j'ai pas la fibre par exemple, eh bien ça prend un peu de temps et c'est un peu embêtant. Heureusement que je fais pas trop de live en ce moment, je peux m'en sortir, mais bon, ça monopolise de la connexion et ça monopolise mon PC alors que j'en ai beaucoup besoin pour mes autres activités de travail et de loisirs aussi, mais voilà. Donc c'est un peu embêtant. Bref, donc voilà, affaire à suivre là-dessus, mais je vais essayer de rendre les choses disponibles le plus tôt possible comme d'habitude. Je pense qu'on vivrait ça, on pèterait les plombs. Ouais, je pense. Moi, je pense que carrément le côté panique qui a été décrit dans un chapitre antérieur, je pense qu'on vivrait ça fois 12 000, quoi. Je pense que ce serait une énorme panique et que ce serait limite l'homme qui serait le plus dangereux pour l'homme pendant quelques temps. Enfin bon, j'espère que je me trompe. Parce que je pense que au-delà des aliens et des machines, on pourrait transposer ce genre de réaction à tout un tas de catastrophes. Donc, je croise les doigts et j'espère que ça n'arrivera pas. Bref, même si du plus profond de mon cœur, j'adorerais qu'on ait la preuve d'une existence extraterrestre, etc. Enfin bref. Mais bon, je m'éloigne, je digresse. Sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous invite sur YouTube à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de ce live, de cette rediffusion, de cette lecture. N'hésitez pas à mettre également des commentaires, à vous abonner. Ça aide vachement la chaîne et ça me fait vraiment plaisir à titre personnel d'avoir de vos nouvelles et de savoir ce que vous pensez de tout ça. La prochaine lecture aura lieu vendredi à 21h, un one-shot où je lirai mon 3e recueil de poèmes Arborescence. Ça devrait être très court, ça devrait durer moins d'1 heure largement. Et une lecture plus longue reprendra à partir de vendredi prochain 21h. Cette fois-ci, il s'agira bien de Mrs. Dalloway, écrit par Virginia Woolf, que vous m'avez proposé, notamment les couteaux portes par exemple. Voilà, j'ai fait le tour cette fois-ci. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming, ou que sais-je encore. Et bye bye.